Bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous, libre païen, bienvenue en direct. Donc, le premier direct, finalement, c'est ce soir. Alors, je vous demande juste une seconde pour le petit souci technique. Je règle ça tout de suite. Voilà, c'est réglé. J'avais juste un problème d'écho, en fait. Mais a priori, tout va bien. Je regarde sur le chat. Vous me dites si sur le chat si ça passe bien au niveau du son. Qualité d'image, bon, on va voir si on peut améliorer ça. Bon, on va dire que c'est pas mal. On va faire avec. Le chat, qu'est-ce qu'ils me disent? Alors, bonsoir Oleg, bonsoir. Alors, il y en a un justement qui me demande la qualité du micro. Salut Jojo. Salut Mister Celtic, Lini Odinson, le voyageur, l'alien de Shambhala. Alors le voyageur, il veut déjà savoir si j'ai amélioré le son grâce au micro ou autre chose. En fait, j'en sais rien. euh, j'ai pas changé de micro. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a du monde, ouais, il y a déjà une vingtaine de personnes. Bah, merci à vous, messieurs, mesdames aussi, parce qu'il y a aussi des dames, hein. C'est vrai que je parle souvent de barbares, de païens, de virilité. Mais sachez que... Tiens, vous êtes là d'ailleurs. C'est mon premier live, hein. Sachez que il y a aussi pas mal de dames, hein. Ouais, ouais, effectivement. Donc bonsoir aux barbares et aux femmes de barbares. Donc merci d'être déjà si nombreux. Donc je l'ai un petit peu effectivement improvisé ce direct parce que j'avais envie un petit peu de prendre la température avec vous et puis je me suis dit ça sert à rien de faire une promo de ouf, de prévenir à l'avance. Je me suis dit pour ce genre d'émission, c'est mieux entre guillemets qu'on soit entre nous, c'est-à-dire avec les vrais fans, je veux dire ceux qui se sentent déjà un peu païens, ceux qui sentent, je dirais, ces valeurs, ce sens de l'honneur, la vertu, cette envie de retrouver quelque chose qui donne un sens à nos vies, qui donne un sens aux valeurs familiales, par exemple aussi, tout simplement, qui valorise l'honnêteté aussi, des choses toutes bêtes, sans pour autant, tu vois, se religiosiser, sans forcément rentrer dans les dogmes religieux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le système, ce qu'il nous propose, si on est quelqu'un qui a des valeurs, qui veut préserver un petit peu sa famille, bah, à part les religions abrahamiques, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et ce que j'essaye de faire en fait avec le paganisme, hein, c'est de proposer une autre voie qui soit non dogmatique, qui soit plus ouverte. Et quand je parle de paganisme, moi, je parle aussi beaucoup de philosophie. Pourquoi de la philosophie? Tout simplement parce que, déjà, par rapport au paganisme grec, hein, clairement, il y a des perles de philosophie, hein. On a des philosophes exceptionnels. Notamment, moi, je parle de la mouvance platonicienne. Et la philosophie, euh, si vous voulez, elle a quelque chose, elle est assez nettement différente de la religion et de la religion abrahamique à proprement parler, parce qu'elle reste ouverte. Elle donne des possibilités de réflexion, des possibilités d'évolution. Elle n'est pas figée, elle n'est pas dogmatique, et par conséquent, elle évite toute séparation. C'est-à-dire que le problème souvent quand on est dans un dogme, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, il n'y a pas que ces fameuses religions, ça peut être n'importe quoi, hein. Quand tu es dans un dogme, dans une sorte de pensée figée comme ça, tu as tendance à croire que tu as tout compris, que ça s'arrête là, et puis que ceux qui sont pas d'accord avec toi, ils ont tort. Et on tombe souvent dans une logique, si tu veux, nous contre eux, nous c'est les meilleurs, et puis les autres, ils sont beaucoup moins bons. Donc ça amène souvent à des guerres, etc., hein. Donc c'est pour ça que moi j'évite tous ces pièges de, je dirais, des dogmes, des religions. Et on va voir ce soir que dans le paganisme, il y a aussi ce même genre de piège, parce que le paganisme, c'est très vaste. C'est la définition première, c'est tout ce qui n'est pas effectivement chrétien ou musulman ou juif. Et donc, ça regroupe tout un tas de traditions et de religions. Et donc, même la philosophie grecque, pour moi, en fait partie. Donc, ce soir, moi, je vais vous parler
la tradition dans laquelle moi je crois, c'est-à-dire celle que je pense être la plus apte à revigorer à la fois les individus, d'abord individuellement, puis ensuite sur un plan collectif, créer une osmose, une harmonie et une puissance qui permet de se libérer de ce système actuel qui nous bouffe, quoi, aussi bien sur le plan mental que sur le plan même de la société elle-même, qui devient de plus en plus difficile à vivre. Il y a notre culture qui est attaquée, il y a le grand remplacement des migrations non contrôlées. Et donc, face à tout ça, on est clairement désarmé par le système qui nous propose que deux voies. Soit tu restes dans la matrice, entre guillemets, tu gagnes du pognon, tu essayes de baiser, de boire un maximum d'alcool et de faire la fête. Ce qui est intéressant, hein, c'est une bonne expérience, je l'ai faite pendant plusieurs années. Mais honnêtement, quand tu arrives à 30 ans, tu as envie d'autre chose. Mais le problème, c'est que même quand tu as 30 ans, finalement, quand tu allumes les médias, tu es toujours incité à aller vers ce genre de projet qui mène pas bien loin. Donc, on va voir ce soir, on va définir le paganisme. Et donc, avant de définir, je dirais, le paganisme, pour moi, les différents types de paganisme et celui qu'il faut qu'on fasse la promotion, à mon avis. Mais avant toute chose, donc, chose promise, chose due, hein, je vais lire un petit peu vos messages, vous donner la parole. Alors. Les religions abrahamiques ont eu pignon sur rue pendant 2000 ans, mais elles viennent quand même de la tradition primordiale. C'est pas complètement faux, Parce qu'effectivement, la tradition primordiale, c'est la base en fait de la science divine, de la divine science, une science qui aujourd'hui est tombée totalement dans l'inconnu ou dans l'oubli. Mais justement, ce sont ces religions qui effectivement se sont accaparées effectivement la tradition primordiale, qui ont fait donc une version exotérique de la tradition, c'est-à-dire une version pour le peuple, une version pour les paysans comme nous, parce qu'ils avaient l'intention de faire de nous des esclaves. Et d'ailleurs, ils y sont arrivés. Ils ont fait de nous des serfs. Donc effectivement, les religions abrahamiques se sont basées sur la tradition. Moi, ce que je leur reproche, c'est d'en avoir fait du commerce, c'est-à-dire de se l'être accaparé, de l'avoir gardé pour elle et de l'avoir parfois distillé certains ingrédients, mais toujours dans un but de garder le contrôle. Et en réalité, dans la tradition, il y a une chose qu'il faut avoir en soi pour être vraiment fidèle à la tradition, c'est être dans la vertu. Faire ça, pas uniquement pour son propre bien, mais pour le bien de la communauté, pour le bien général. Et donc, la tradition primordiale, effectivement, c'est une base de connaissances, à mon avis, c'est la base ultime. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on redécouvre ça. Il y a des tas de sciences qu'on commence à redécouvrir. Et c'est parce que ces religions se les sont accaparées et on finit même par nous les faire carrément oublier. Alors que je rappelle que chez les païens, cette science, elle était à disposition de n'importe qui, en fait. C'est-à-dire, tu pouvais être fils de paysan, dans la société, t'étais pas grand-chose. Tu avais droit à cette science. Alors, elle était distillée par la tradition orale d'une manière complètement différente, mais elle était distillée au sein de la population. C'était très, très méritocrate. Bon, alors, sinon, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, par contre, chers amis, je vais vous demander simplement, quand vous avez une question, de mettre en majuscule question, et ensuite donc votre question. Mais pour que je puisse bien voir, parce que ça fait beaucoup de trucs en même temps, et comme on est en direct, j'ai pas le temps de tout bien lire, faire le tri, parce que on est quand même en direct. Ouais. Bon, effectivement, ça continue sur la tradition. Ouais, il y a beaucoup de questions. Ouais. Bon, alors je vais juste, je vais arrêter de répondre tout de suite aux questions. Donc là, je vois il y a des très bonnes questions, mais vous les répéterez un peu plus tard. Allez, une dernière parce qu'il a fait l'effort de mettre question. La tradition ancestrale celte ne serait-elle pas l'évolution ou l'involution
dans les deux cas une suite, de la tradition primordiale. Ouais, il y a beaucoup. Ouais. Ok, les gars, ok, faites une petite pause, parce que là, je vais pas pouvoir répondre à tout d'un coup. Mais promis, on va y revenir aux questions. Donc, oui, la tradition primordiale, il faut la voir comme une base, un peu comme une base de données en informatique aujourd'hui, hein. Imagine une base de données dans laquelle on a toutes les connaissances, ou en tous les cas, euh, toutes les connaissances de base de la nature et du fonctionnement même de la nature, du fonctionnement même de la génétique. Tu vois, c'est de la science de très haute volée. Imagine-toi que ça existe et que ce soit mis, comment dirais-je, ce soit sauvegardé par, par des individus, par une caste d'individus, et qu'à partir de là, bah, tu peux commencer à créer des traditions, et avec cette connaissance, qui est une connaissance également morale, tu peux donc établir des traditions, établir des rites, établir un code moral qui permet à une société bah, d'être épanouie. Mais après, ça dépend de ce que tu recherches. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une société qui ne recherche pas l'épanouissement de l'homme, mais qui recherche uniquement l'exploitation la meilleure possible de l'espèce humaine pour le profit d'une caste qui, elle, donc, bah, vit sur le dos et au crochet de cette population. Mais oui, en fait, il faut voir la tradition primordiale comme une base de connaissances ultime. Il faut voir ça comme la plus grande des connaissances. Et de là à dériver effectivement des traditions. Alors après, ça dépend de qui a et de quelles étaient les intentions, pardon, des gens qui connaissaient cette tradition, qui la comprenaient. C'était des sages, hein, c'était des gens extrêmement intelligents. Et il faut voir ça un petit peu comme quand on parle de l'âge d'or. Euh, Au départ, quand l'humanité, on va dire, était au démarrage, si je puis dire, eh bien, les gens qui sont arrivés, qui ont amené cette connaissance, il semblerait que ils n'avaient pas trop d'intérêt à exploiter l'humanité. Ils n'avaient pas des arrière-pensées de domination ou d'esclavage. Et il semblerait donc que la tradition primordiale originale soit vraiment la recette du bonheur des peuples. Et cette tradition, effectivement, elle est extrêmement ancienne et c'est pour ça que c'est intéressant de remonter loin dans le passé pour s'apercevoir que la civilisation celtique, la civilisation nordique, étant très ancienne, est très proche de la version sage et altruiste de la tradition primordiale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle doit être si l'on respecte les codes de la vertu de cette tradition. Le problème, c'est qu'avec le temps, il y a eu d'autres forces, il y a eu effectivement une involution, il y a eu cette tradition finalement a été dévoyée, déviée de ses objectifs premiers pour finalement euh, être utilisée à des fins de domination. Et c'est effectivement moi ce que je reproche d'abord aux religions abrahamiques, mais également au monde moderne, qui fait la même chose d'une façon différente et peut-être même encore plus pernicieuse. Mais effectivement, il faut voir ça comme une base de connaissances au départ universelle. Euh, on donne l'accès à cette connaissance à tout le monde, mais euh, avec le temps, à cause des intérêts politiques, à cause de l'avidité de certaines castes, eh bien, cette tradition, ils ont commencé à se l'accaparer, à se la mettre sous le coude et à ne garder que certains aspects. Par exemple, quand on entend parler de la morale chrétienne, il faut savoir qu'en fin de compte, la morale chrétienne, elle vient de la tradition et donc en fin de compte, elle vient du paganisme. Donc tout la morale chrétienne, en fait, c'est une morale païenne en fait. Ça faut bien comprendre. Et effectivement, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Quand on parle de paganisme, quand moi je parle de paganisme, je parle effectivement de la tradition primordiale. Je parle de cette tradition où la vertu est une composante essentielle et où le but de la vie, c'est l'épanouissement de l'homme, c'est l'épanouissement de chacun. C'est connais-toi toi-même, comme qui est un des piliers de la philosophie grecque.
Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des paradigmes où en fait, on cherche même pas à se connaître. On est juste programmé pour penser que le bonheur, ce serait gagner un maximum d'argent, bien aller travailler tous les jours et ainsi de suite. Voilà, voilà. Alors, ouais, il y a plein de questions super intéressantes. Ouais, masdéisme, waouh. Ouais, il y a plein de questions en même temps différentes. Il y en a trop même. Est-ce que je prends encore une autre question ou pas? Ouais, je vais continuer sur la tradition. Et puis après, on refera une deuxième séquence de questions. Parce que je voudrais quand même, après ça, définir le paganisme pour qu'on se fasse pas avoir par tous les gens qu'on va déranger, parce qu'on va essayer de déclencher un mouvement de liberté quelque part chez les êtres et chez les consciences. Et il y a plein de pièges à éviter. Donc sinon, pour finir, désolé à ceux à qui j'ai pas répondu, hein, je vais vous répondre après. Faudra pas hésiter à reposer les questions. Est-il possible, d'après David, est-il possible à notre époque de vivre la tradition ou l'âge d'or à la manière de nos ancêtres et donc en s'organisant? Est-il possible de revivre l'âge d'or en s'organisant en communauté autonome ou en éco-village? Je pense que oui, c'est tout à fait possible. En fait, tout est possible. C'est simplement une question de travail, une question de volonté. C'est possible, mais effectivement, tout est fait pour qu'on n'en vienne pas là, parce que bah, on est sous le contrôle d'une caste depuis des siècles, et cette caste, elle nous exploite, quoi. Donc, elle a pas envie de nous laisser filer. Hein. Mets-toi dans la peau d'un paysan, justement, d'un de nos ancêtres paysans. Tu vois, t'es dans ta ferme, et puis bah, t'as des moutons. Donc, tes moutons, bah, ça te donne à manger, ça te permet de te faire des pulls. Bon, bah, t'as pas envie qu'ils s'en aillent, tu vois, t'as pas envie qu'ils sortent de l'enclos. Et quand tu commences à philosopher, quand tu commences à rechercher la connaissance, tu commences à te libérer de la prison mentale. Bien sûr, c'est une analogie que je fais. Mais en fait, la prison aujourd'hui, elle est dans l'esprit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le film Matrix. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les chaînes, on les a pas au poignet, on les a plus au poignet, où on va dire que c'est plus la force. Par exemple, à l'époque féodale, la menace du Seigneur qui fait qu'on va travailler à la terre pour lui. C'est tellement élaboré le système maintenant que c'est rien que mentalement par des croyances qui nous ont inculquées qu'on est devenu en fait soumis. Mais d'un autre côté, tout le monde peut se libérer à condition de comprendre le verrou mental, comprendre en fait la manipulation pour soi-même se sortir. Et bien souvent, on croit l'avoir compris, mais on l'a pas complètement compris et on s'enferme dans un autre cercle. Et donc en fait, même toute personne qui se dit moi je suis un homme libre, moi je suis un homme libre, moi je suis un libre penseur, en réalité lui-même il est peut-être encore dans un autre cercle. En fait, la seule façon de toujours être libre, c'est de toujours se remettre en question et de cultiver le doute en fait. Mais pas le doute j'ai peur de tout, non, le doute serein. Il faut être capable d'être ouvert à l'incertitude. Et c'est ça en fait qui va nous faire avancer. C'est ça qui est beau, c'est être ouvert à la sereine incertitude, j'ai envie de dire. Donc les gars, avant de continuer les questions, parce que c'est passionnant, mais je voudrais quand même faire quelque chose de un tout petit peu structuré pour mettre des bornes. Euh, donc, par rapport au paganisme, en face de nous, concrètement, parce que voilà, j'ai entendu plein de trucs. Il faut bien comprendre que l'image officielle du paganisme, c'est-à-dire que quand les gens, si vous dites aux gens, moi je suis païen, il faut leur expliquer en réalité ce que c'est que votre paganisme à vous. Parce que dans l'image des gens, le paganisme aujourd'hui, c'est très confus. Pour eux, tout de suite, ils vont penser à des primitifs, à des gens qui savent pas lire, qui savent pas écrire. Ils vont penser à des gens qui font des sacrifices, à des gens violents. Et puis, ils vont penser aussi, en dernier lieu, tu vois, à des gens qui ont des religions
pareil, un peu intellectuellement, aura des pâquerettes, ils vont croire, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a une énorme propagande contre nous, établie d'abord par l'Église, évidemment, mais qui est continuée, évidemment, par le système, parce que, comme je vous le disais, le paganisme est vraiment, quand on le prend d'un point de vue philosophique, et c'est comme ça que moi je vais le prendre, quand on le prend d'un point de vue philosophique, ouvert, c'est le meilleur moyen de libérer chaque homme de cet anneau de pouvoir, de ce verrou mental dans lequel, depuis le plus jeune âge, pardon, on est enfermé. Et ça, vous regardez vos parents, vous regardez plein de gens, il y a plein de gens qui sentent pas ça. Mais quand vous avez cette petite étincelle où vous sentez ça, vous sentez que il y a une emprise quelque part qui vous manipule, la philosophie, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Et, et le paganisme, en fait, c'est des philosophes, quoi, les païens. C'est des gens qui méditent aussi, qui font de la méditation, qui sont plus dans la méditation que dans la prière. Ils sont beaucoup plus dans le travail sur eux-mêmes, dans la recherche, dans le questionnement que dans la prière, quoi. Et donc, voilà. Et en plus, ils pensent, voilà, juste, je voulais dire par rapport à, ils pensent qu'en fait, on est des religieux. Ils pensent qu'on a une religion, mais ils pensent qu'on est des crétins, en fait. Ils pensent que ça m'a fait marrer, mais c'est bien parce que des fois j'ai des commentaires de gens et ça me permet de voir ce que pensent les gens de la masse. Ils pensent en fait que les païens sont des gens qui révèrent, qui adulent, qui idolâtrent des pierres. On serait des oh pierre, tu vois. Ils nous voient en fait avec le paradigme, c'est-à-dire le schéma, si tu veux, mental des religions abrahamiques. Parce qu'en fait, les gens, pour eux, la religion, c'est tout ce qui est abrahamique. C'est genre, il y a un Dieu, il faut se soumettre, il faut l'adorer. Or, c'est pas du tout ça le paganisme. Et donc, ils ont cru que parce qu'on parle de pierre, de source et d'arbres, dans le paganisme, ils pensent que nous avons une dévotion, une adulation pour un arbre, pour une pierre. C'est complètement faux. C'est complètement faux, mes amis. Et vous le savez, hein, donc à 80% des cas, puisque vous avez suivi les vidéos sur Esprit Viking. Mais eux, ils pensent vraiment qu'on est des primitifs. Mais en fait, ça, c'est le résultat de la propagande de l'Église. Parce que vous savez, après, c'est lié à la politique, tout ça. Donc, comme ils veulent dominer la masse, il faut plus que la masse, les gens soient philosophes ou païens. Donc, ils inventent une religion à eux. Et puis, ils diabolisent l'ancienne tradition, ils diabolisent tout ce qui permet à l'homme de se libérer. Pour qu'après, bah, on aille même plus s'intéresser à ça et pour qu'on reste toujours enfermé dans cet enclos, dans ce pâturage, tu vois. Donc, il faut vraiment être conscient qu'on n'a pas une bonne image. Et donc, il faut à chaque fois prendre le temps de discuter, de parler et d'expliquer aux gens que le paganisme, c'est pas ça. C'est pas une religion abrahamique, mais avec des noms de dieux différents, avec plusieurs dieux, avec des pierres. Ah, la pierre, j'adore la pierre. Comme s'il n'y avait pas d'explication derrière. En réalité, le paganisme, au niveau intellectuel, c'est la religion la plus haute, parce que c'est lié à la philosophie, encore une fois. Et c'est beaucoup plus réservé à des gens cultivés qu'à des gens lambda, quoi, tu vois. Mais les gens lambda aussi, ils peuvent s'y intéresser, tu vois, à condition aussi qu'on leur explique ce que c'est que le vrai paganisme. Parce que si tu dis, il suffit d'adorer une pierre ou un arbre, les gens vont dire, ah, c'est mignon, mais bon, ça m'intéresse pas, quoi. Alors que si tu expliques aux gens qu'en fin de compte, cette pierre a des vertus magnétiques, guérisseuses, parce qu'il y a une science liée à la tradition, parce qu'il y a une science liée à la tradition qui est devenue occulte à cause de la clique des religions abrahamiques, et que ça, du coup, on n'est même plus au courant que ça existe, cette science-là, la science tellurique. Bah là, enfin, si tu expliques aux gens qu'en réalité, les arbres, les sources, les pierres, c'est lié aux énergies telluriques, aux énergies subtiles, que ça existe vraiment, que la physique moderne, quantique, commence à le démontrer, eh bien là, les gens vont comprendre que c'est pas en fin de compte une religion débile et qu'en fait, tout ce truc, c'est de la propagande pure et dure. C'est du mensonge politique. Mais la politique, ce n'est que du mensonge, mes chers amis. Ce n'est que ça. Et
Et voilà. Donc déjà, ça c'est la première chose. Il faut absolument comprendre que le paganisme, ça fonctionne pas du tout comme une religion abrahamique, et qu'il y a une énorme propagande pour nous faire passer pour des débiles. La réalité est que le monde païen est totalement différent du monde de l'ère chrétienne, que ce soit le monde de la religion chrétienne au Moyen-Âge et que ce soit le monde d'aujourd'hui. Quand je parle de monde, je parle du paradigme de la vision des choses. En réalité, voilà, on est vraiment dans un paradigme différent. Ça veut dire que les païens sont très peu versés, en tout cas, le paganisme que moi j'ai envie de mettre en avant, bien sûr, hein, parce qu'il y a plusieurs paganismes. Le paganisme que moi j'ai envie de mettre en avant, c'est un paganisme qui réside sur une science qui est fondée, issue de la tradition, des sciences telluriques, des sciences magnétiques, des sciences magiques, des sciences astronomiques, astrales, astrologiques. Et tout ceci, ce n'est pas du charlatanisme à la base, c'est juste que ça a été interdit par l'Église de façon à mieux nous dominer, parce que quand tu peux soigner toi-même tes enfants, quand tout le monde peut se soigner gratuitement parce que on maîtrise le magnétisme et des choses comme ça, bah c'est un commerce en moins, c'est un contrôle de moins pour un État ou une institution. Donc l'Église s'est accaparée en fait toutes ces façons enfin, elle les a interdites aussi, quoi, clairement, parce que j'allais dire, elle les a remplacées. Même pas, en fait, c'est pas comme si elle avait pris ces sciences et puis elle les avait distillées à l'Église contre quelque chose. Non, même pas. En fait, ils les ont carrément prises, quoi. Donc c'est pas joli. Ensuite, donc deuxième point, le paganisme, les paganismes, comment faire la différence dans comment dirais-je, cet éventail de religions, de spiritualité. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui va nous intéresser sur cette chaîne, c'est essentiellement le paganisme nordique, le paganisme celtique, et donc la philosophie grecque, la mythologie grecque. Parce qu'ils sont extrêmement proches de la tradition, mais il y a effectivement là aussi un travail de débroussaillage. Après, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que pour moi, la différence majeure qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es dans cette tradition spirituelle, tu n'es pas un dévot, tu n'es pas dans l'admiration, dans l'idolâtrie d'un dieu. En réalité, l'idolâtrie, c'est une dérive. Alors, je dis pas qu'il y a aucun païen celte ou viking qui a jamais pratiqué l'idolâtrie, hein, je dis pas ça. Il y en a peut-être, ça les intéresse de vénérer, d'aduler tel ou tel dieu. À la limite, pourquoi pas, si tu veux. Mais pour moi, la vraie tradition, c'est la connaissance, la recherche de la connaissance. Ça se caractérise effectivement par des rites, des rituels familiaux, avec le village, etc., avec une communauté. Donc ça, c'est super sympa. Ça, tu le retrouves aussi dans toutes les religions abrahamiques. Et ça, c'est très, très bien. C'est positif, c'est l'effet de groupe. Mais après, pour moi, le paganisme qui m'intéresse, c'est celui qui est originel. C'est connais-toi toi-même, c'est la recherche intérieure par la méditation, la contemplation, hein, le stoïcisme grec, par exemple, par le questionnement. Ensuite, il y a effectivement des pratiques bien précises. Et là, on va parler de chamanisme, on va parler, donc je disais tout à l'heure, de magnétisme, mais ça, ce sont des choses, pour l'instant, je dirais qu'on va mettre de côté parce que c'est vraiment très pointu, hein. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas de compétences dans ces domaines-là. Mais effectivement, c'est des domaines ensuite qu'on va avoir le plaisir d'explorer. Mais je dirais, dans un premier temps, c'est vraiment comprendre que le divin, le monde divin, c'est quelque chose que tu peux appréhender en toi-même. Il y a cette idée que le païen est un homme libre et qu'il peut modifier son destin, qu'il est même responsable de son destin. Il y a en fait une partie qui est prédestinée. On a effectivement une partie de notre destin qui est prédestinée, mais on a la possibilité,
si on fait usage de notre libre arbitre, de le modifier. Alors que dans une religion classique, c'est-à-dire que c'est là où je dis attention, parce qu'il peut y avoir des religions qui se disent païennes, mais qui sont en réalité des religions où les gens vont essentiellement faire des rites, et puis ensuite demander à Dieu, par des prières, par des offrandes, par des sacrifices, demander à Dieu ou à un de leurs dieux qu'il exauce tel ou tel souhait. Ça, c'est pas l'esprit du libre païen. Le libre païen, il peut s'en référer au Dieu. Mais il sait très bien que c'est pas en chouinant, en se lamentant, en quémandant, en mendiant, j'ai envie de dire, que les choses vont se produire. Non, regardez Ragnar. Il s'inspire des dieux, il s'inspire d'Odin. Mais il n'est pas là en train de dire « Ah, Odin, s'il te plaît, fais que je réussisse ma mission. » Non. Il sent Odin. Mais il sait que Odin va se manifester à travers lui aussi. Et que s'il veut qu'Odin le soutienne, il doit être digne d'Odin. C'est-à-dire qu'il doit prendre des risques. Il doit y aller. Il doit se sortir de lui-même. Il doit aller au-delà de ses limites. Il doit être héroïque. Ça, c'est très important. L'héroïsme païen, l'héroïsme grec. On a toujours ça dans la mythologie nordique, chez les Vikings, cette notion de dépassement de soi, cette notion d'aventure, d'exploration, d'aller au-delà de ses limites, d'affronter la mort. Tu vois, on n'est pas dans la lamentation, on n'est pas dans la prière. Le païen, le libre païen, si jamais il doit prier, ce n'est pas un récital de phrases automatiques. Il va éventuellement demander des choses, mais uniquement avec le cœur. Et il le fera debout. Parce que les dieux, ce sont des forces. Mais nous aussi sommes des forces. Et nous n'avons pas à nous agenouiller devant les dieux. Nous les respectons énormément. Mais pourquoi devrions-nous nous mettre à genoux? Pourquoi devrions-nous être esclaves des dieux? Non, nous ne sommes pas esclaves des dieux. Les dieux, ce sont des dieux. Mais quelque part, nous avons la possibilité de faire se manifester en nous une part de leur puissance. Donc voilà. Et ça aussi par rapport au polythéisme, monothéisme, c'est pour ça que moi j'insiste plus sur les religions. Quand je parle des religions, s'il faut faire une petite séparation, je parle plutôt des religions abrahamiques, parce que le clivage monothéiste, polythéiste, pour moi, c'est pas le plus important au départ. Pour moi, le plus important au départ, c'est comment tu positionnes ton propre destin et comment tu positionnes Dieu, ou les dieux, si tu veux, par rapport à toi. Est-ce que tu te positionnes en dessous, à genoux, par rapport à... Parce que ce soit un dieu ou plusieurs dieux, si tu te positionnes toujours en dessous à faire des prières et des offrandes, à l'arrivée, c'est la même chose pour toi en tous les cas. C'est juste un détail finalement qui est un ou plusieurs dieux. Donc en fait, pour moi, le vrai clivage, il n'est pas là. Le vrai clivage, il est comment tu te positionnes par rapport au monde divin. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps. S'il y en a qui ont lu mon livre, ils ont déjà dû lire ce chapitre. C'est très intéressant de comprendre pourquoi on parle des dieux et qu'est-ce que c'était à l'origine les dieux. Et vous verrez que le libre païen n'est absolument pas un idolâtre. Il n'est absolument pas dans l'adulation, l'adoration. Il est, comme je vous disais, il est un philosophe, il est un héros. Il est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Et ça, quand tu analyses une religion, une tradition spirituelle, c'est ça pour moi le plus important. Comment tu te positionnes par rapport au monde divin? Est-ce que tu es rien du tout ou est-ce que tu es quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça pour moi d'abord le plus important. Et ensuite, l'aspect plusieurs ou un seul Dieu, on va pouvoir, moi je vais te l'expliquer, l'origine de tout ça. Et tu verras que les païens, c'est vraiment fantastique parce que c'est vraiment la vérité. On n'est pas dans le mystique, tu sais, c'est du concret, c'est ça que je veux dire. On est vraiment dans la science. On essaye d'expliquer le monde divin qui est extrêmement compliqué avec des mots d'enfant, tout simplement.
Donc, bon, maintenant, je vais regarder un petit peu le chat. Du coup, parce que... Ou alors, je continue par rapport à ça. Ouais, il y a toujours autant de questions, c'est super, les gars. Mais du coup, je sais plus par où commencer. Ah, David Lane. Salut, David Lane. Alors, Oleg, tu aimes la chanson de Judas Priest, Road to Valhalla? Je connais pas. Envoie-moi un message sur Facebook. Je la publierai peut-être sur le Facebook, hein. Je sais pas, je peux pas te dire. S'il te plaît, Odin, je peux avoir mon bac. Ah ouais, voilà, mais c'est exact. T'as tout compris, mec. Effectivement, ça c'est la vision qui est pas la nôtre, quoi. Les gens qui se disent, oh, si j'y crois très fort, si j'y crois très fort, je vais l'avoir. Ah merde, j'y ai pas cru assez fort. Arrêtez. Évidemment, il faut y croire. C'est le point de départ. Mais après, une fois que tu y crois, c'est passe à autre chose. Faut que tu bosses, mon pote. Faut que tu bosses. C'est tout. Faut que tu te sortes les tripes. Ouais, bah que ça va avec. Alors, well no. Salut, well no. Ne faut-il pas se diriger vers un mode de vie survivaliste, tribal, pour vivre le paganisme pleinement? Eh bien, je pense que si. Je pense que effectivement, là, tu pourras vraiment vivre ta vie, quoi. Mais après, c'est pas obligatoire non plus. Mais effectivement, il y a des atomes crochus avec ça. De toute façon, tu regardes comment vivaient nos ancêtres païens. Ils vivaient dans des villages, ils vivaient en petites communautés tribales. C'était une vie très simple, très proche de la nature. Ils étaient extrêmement indépendants et il n'y avait personne pour leur casser les couilles parce que ils avaient besoin de personne d'autre non plus. Tu leur laissais leur champ de moutons, leur prairie, pardon, leur champ de moutons, un peu de forêt et ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils maîtrisaient la magie, ils maîtrisaient la science magnétique, ils pouvaient se guérir. C'était des hommes libres. Quand on parle d'âge d'or, c'est ça, hein. Faut savoir que il y a un philosophe grec qui s'appelle Poséidonios. Bon, j'ai pas lu tous ses œuvres, hein, j'en ai lu que des extraits, mais il y a un auteur qui s'appelle Jean-Louis Bruno. Alors Jean-Louis Bruno, il y a certains ouvrages qui sont intéressants, puis d'autres qui sont clairement, je pense, politisés parce que je pense qu'il avait besoin de gagner de l'argent. Donc il a fait un peu de la propagande. Mais il y a certains ouvrages intéressants comme Les Druides, où il te dit bien que Poséidonios, le grec, vers l'an, enfin autour de 100 AVJC, je crois. Tu vois, pas longtemps avant que le problème romain arrive, ou plus exactement au moment où le problème romain commence à arriver, lui, il arrive, ce grec, ce grand philosophe grec, Poséidonios, en Gaule, et il dit, oh là là, il est nostalgique, il dit, ah putain, ça c'est la vraie vie. Ça c'est la vraie vie parce que les Gaulois vivaient encore dans l'antique tradition de ne pas faire de mal, euh, honorer le monde divin, donc c'est-à-dire honorer la sagesse, la connaissance, ne pas faire de mal, donc la vertu. Et le troisième principe, s'exercer à la bravoure. Ça, c'est magnifique comme principe, s'exercer à la bravoure. Quelque chose aussi qui était ancré dans la Grèce antique au départ, mais qui avait disparu, d'après Posidonios, sous l'influence, pas que romaine, les Grecs eux-mêmes, en fait, ont dérivé dans le matérialisme, le pognon, quoi. Ceux qui ont lu mon livre le savent, il y a un passage là-dessus, en fait, le pognon est interdit par la tradition à la base. Et les Grecs avec le fameux Crésus, vous savez, quand on dit tu es riche comme Crésus, mais ça vient de là. Mais vous savez, mais les petits proverbes tout bêtes vous expliquent la vérité en fait. Ils nous disent tout. Et en fait, cet enfoiré de Crésus, il a créé la monnaie et derrière, la Grèce a commencé à être corrompue. Ce qui dit monnaie dit accumulation, dit surplus du excès, de plaisir, de gonzesse, de bouffe, de vin, et du coup fainéantise. Et du coup, au lieu de s'exercer à la bravoure, tu vois que encore une fois, ça vienne de toi, les principes héroïques, tu vois, guerriers, qui te font vivre, qui soient les valeurs et le paradigme adopté par la population. On est passé à un paradigme de confort. Je rôde, je pète, je bouffe, je baise, je fais des orgies parce que j'étais un peu plus malin que les autres, j'ai économisé le pognon pour telle ou telle raison. Et après, j'ai de plus en plus faim, donc je veux des esclaves. Et ça, c'est le début aussi du coup de l'esclavagisme et tout ça. Et du coup, le début de l'Empire romain, puisque c'est l'Empire romain, il vient pour répondre à un besoin
de ces hommes riches qui veulent être toujours plus riches. Donc, oui, carrément, le survivalisme, ça va avec le retour aux racines païennes. Carrément, parce que tu prennes les Gaulois ou les Vikings, c'était le même mode de vie, hein, faut se le dire. Et les Grecs, au départ, c'est les mêmes. Tu prends même les Indiens d'Amérique, tu prends les Africains, il y a encore quelques tribus, elles sont rares, mais tu vois comment vivent les Africains dans leurs tribus. C'est le même principe, c'est des survivalistes. Si tu regardes bien les aborigènes, tout ça, c'est des survivalistes. Il y a un excellent film à regarder, c'est Apocalypto. C'est avec un acteur que j'adore vraiment, c'est Mel Gibson. En fait, c'est un mec c'est un vrai mec, quoi. Moi, j'adore. Il a fait des films polémiques parce qu'il a mis sa paire de boules sur la table. Et tu regardes Apocalypto, c'est un film qui est énorme, c'est un film qui est plein de sens. Bon, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vus. Et tu comprends tout ça. Quand tu regardes Apocalypto, tu comprends ce que c'est que la vraie vie, la vraie tradition proche de la nature. Et que le vrai bonheur, il est là. Et que finalement, la vie, c'est ça, c'est le bonheur. C'est pas. Je vois pas l'intérêt de créer de la technologie si on n'est pas tous épanouis, tu vois. En tout cas, c'était une bonne question, l'ami. Que penses-tu de Varg Vikernes? Bah écoute, j'apprécie beaucoup Varg. Donc, je lui avais envoyé un message il y a quelques temps. J'avais encore moins d'abonnés. Et puis, à mon avis, il a tellement de messages, il n'a pas dû le lire. Mais en tout cas, si un jour, s'il y en a un qui le connaît, s'il veut bien lui parler de Pagans TV, ce serait un honneur de recevoir Varg. Moi, j'ai lu son livre, enfin, il en a écrit 2 ou 3, mais j'en ai lu un, Religion en ancienne Scandinavie. Il est très intéressant. Très intéressant. Après, il n'a pas, je dirais, peut-être qu'il va les avoir après, ces connaissances-là. Les connaissances que moi, j'ai eu la chance d'acquérir au contact notamment de Jacques Grimaud. Bon, pas seulement de lui, hein, mais disons qu'il m'a pas mal aidé, il m'a pas mal mis sur la voie. Par rapport au côté scientifique, on va dire astronomique, astrologique, qui est vraiment juste énorme. Une fois que tu commences à voir ça, tu te dis ah d'accord, je commence à comprendre en fait l'entourloupe et je commence à comprendre ce que c'est que le vrai paganisme, la vraie tradition. Mais en dehors de ça, il a fait un excellent travail. Au niveau des rites, au niveau de la mythologie pure et dure, il maîtrise quoi. Donc il est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils parlent entre eux. Vous avez raison les gars. Ludoviking, salut Ludoviking. C'est un pote aussi lui. Rémi Julien, je sais plus si c'est, je sais plus si, non, ça doit être quelqu'un d'autre. Désolé les gars que je zappe, hein, faut pas m'en vouloir. C'est tellement cool qu'il y ait autant de messages, mais je suis pas un Pentium, je sais pas combien, c'est les ronds quadricore. Question. Bah, Tulian Perspective, je l'ai dit, c'est Varg Vikernes, c'est sa chaîne. Hein. Il me parle de Tulian Perspective, la chaîne de Varg. Que penses-tu des personnes qui se qualifient de sectaires des cultes comme l'odinisme, le druidisme et le zoroastrisme? Bah écoute, je les ai pas étudiés de très près, mais ce que je sais, c'est que de toute façon, dès que t'es pas la secte au pouvoir, t'es diabolisé, quoi. Donc, je suis désolé, mais même la religion d'aujourd'hui, qui a pas de nom, en fait, qui est le politiquement correct, qui est la bien-pensance, on va dire, allez, gauchiste, elle a pas de nom, mais c'est une religion, tu vois. Si tu commences à parler de certains sujets qui sont parfaitement naturels, eh ben, on va te diaboliser. Donc, quelque part, c'est religieux aussi, ce comportement-là, tu vois. Moi, quand je parle de religieux, je parle de, tu vois, la pensée unique. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est un truc de débile mental, ça. Mais malheureusement, tu vois, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années en France, on est sous ce contre-coup. Et ça s'appelle, au bout d'un moment donné, ça va finir par s'appeler clairement une dictature. Hein. C'est comme ça, les dictatures, que ça marche. Hein. Communisme, ils nous parlent de fascisme, le danger fasciste, mais c'est eux qui font du fascisme. Ils interdisent la liberté d'expression, ils interdisent des sujets, ils diabolisent tout. Donc après, voilà, le catholicisme, ça peut très bien être une secte aussi. Et comme je disais, le monde des médias actuels, c'est une secte aussi. Sauf qu'en fait, comme la majorité des gens sont dedans, ils s'en rendent pas compte. C'est tout. Tu sais, voilà, si un jour tu as un troisième bras qui te pousse là, mais que par magie, tous tes autres
compagnon terrestre, enfin tous les êtres humains en même temps, on a un troisième bras qui pousse. Au début, ça va me faire bizarre, puis après, on va dire, ouais, bon, c'est normal. Tu vois, que je veux dire, quand tu es entouré de tes semblables, même si tu es dans une secte de malades, tu t'en rends pas compte. Hein. Donc en fait, on est tous dans une secte. Et par rapport à ça, bah tiens, c'est très bien, je vais pouvoir enchaîner sur l'autre truc que je voulais vous raconter ce soir, pour définir un peu comment moi je vois le paganisme. Je vois surtout ça donc comme une voie de sortie du verrou moral dans lequel on est enfermé, mental plus exactement. Je voulais vous parler donc de l'anneau de pouvoir. L'anneau de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que l'anneau de pouvoir? C'était un chaman qui m'avait raconté ça. Chaman, druide, c'est très très proche. Hein. Il y a un livre intéressant qui s'appelle Chamanisme, ancêtre du druidisme, de la part de René-Paul Guyot, qui est très intéressant par rapport à ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent donc ces braves païens, nos braves ancêtres païens, dont l'âme peut-être vogue en ce moment dans les cieux, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont se réincarner. Peut-être que vous êtes déjà un ancien et que vous avez simplement reçu l'âme de cet ancien, vous ne le savez peut-être pas. Donc bref, ça c'est un autre aspect de la conception métaphysique et spirituelle païenne qu'on abordera sûrement un autre jour. Ouais, donc l'anneau de pouvoir. Donc comme je vous dis, aujourd'hui, on est dominé par la pensée, par l'éducation, par l'intellect qui nous injecte des croyances, etc. Et donc l'anneau de pouvoir, je vais essayer un partage d'écran pour vous montrer. On en parle beaucoup dans le paganisme et notamment chez les chamans. On parle du Seigneur des Anneaux aussi. Alors, je vais tenter un partage d'écran. Tac. Ouais, ça devrait le faire. Une seconde. Ouroboros, voilà. Alors, attendez, parce que les gars, m'en voulez pas, hein, c'est mon premier direct. Allez, je vais partager. Merde. Oh putain, c'est parti en couille. Je sais pas si ça l'a fait, là. Voilà, 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 voilà. Alors, là, peut-être que vous avez quelque chose de pas mal. Attendez, je vais arrêter le partage parce que je crois qu'on va recommencer. Partager l'écran. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Ça, il y en a plein. Hein. Je vais essayer d'en trouver un beau. En fait, c'est le principe du serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anneau là? En fin de compte, je m'excuse, hein, techniquement là c'est un peu chaud. Est-ce qu'ils m'ont dit, est-ce que ça a marché le partage? Ouais, bon. Ouais, donc c'est un autre pouvoir. Vous avez vu, c'est ce Touroboros, comme ça, qui se mord la queue. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est symbolique, encore une fois, tout est symbolique de manière à ce que ce soit compris par des enfants, par tout le monde. C'est là où on voit la volonté dans la tradition de mettre la connaissance à disposition des plus humbles. C'est un anneau en fait de pensée. C'est-à-dire que votre mental, votre esprit, il y a toute une partie automatique qui est justement le mental. Et les pensées qui vous arrivent de façon énotique, c'est-à-dire de façon comment dit-on déjà? Bon, j'ai plus le mot. Bref, ceux qui méditent le savent très bien. Quand vous méditez, vous vous rendez bien compte que vous êtes toujours en train de penser à quelque chose. Vous essayez de vous endormir. Souvent, quand vous dormez pas, vous vous rendez compte que vous pensez toujours à quelque chose. Et en fait, ces pensées-là, c'est des pensées qui viennent de notre subconscient. C'est des pensées, en fait, qui viennent du monde qui nous entoure, finalement. C'est par rapport à ce que tu as vécu, à ce que tu as vu comme image, par rapport à ce qu'on t'a dit. Et en fait, bien, ces pensées souvent nous effraient ou nous ravissent au contraire. Et en fin de compte, elles nous font rentrer dans un cercle de fatalité, dans un cercle de cause à effet. Et ce cercle de cause à effet nous enferme finalement dans une routine. Par exemple, un truc tout bête,
quelque chose m'angoisse, par exemple, en réalité, imaginons ce qui m'angoisse, c'est la peur de la mort. Je dis ça à tout hasard, hein, évidemment, ça concerne personne. Quoi, ça concerne personne? Comment ça? Est-ce que tu es bien sûr que ça concerne personne? En réalité, la peur de la mort, ça concerne tout le monde. Sauf que comme la plupart des gens n'ont jamais eu de réponse, c'est une peur qui est complètement enfouie en nous, on lui a mis un oreiller dessus, on essaye de l'étouffer. Mais en réalité, elle va générer de l'anxiété qui va générer des réflexes de défense. Donc par exemple, je suis anxieux, peut-être parce qu'en fait, au fond de moi, depuis peut-être le moment où j'ai appris qu'on pouvait mourir un jour, peut-être à l'âge de 10 ans, que je me suis rendu compte que l'être humain était destiné à mourir, j'ai peut-être bien nourri une peur au fond de moi qui n'a pas eu de réponse. Et du coup, je l'ai étouffée et j'ai commencé, par exemple, à regarder la télé. Ou, bon, c'est un exemple, parce que c'était un enfant, où quand je suis angoissé, du coup, je me suis mis à manger quelque chose de sucré. Et tu vois, de toutes ces angoisses qui viennent en fait de ce cercle de pensée, de cet ouroboros, eh ben, tu vas avoir des automatismes et en fait, tu vas plus avoir vraiment de libre arbitre et de liberté. On pense être des hommes libres, avoir une liberté de choix, mais en réalité, tant qu'on est sous l'influence du serpent, donc de cet ouroboros, c'est-à-dire de ces pensées automatiques qui viennent du mental, sachant que ces pensées qui viennent du mental viennent du subconscient, et ensuite, il faut savoir que le subconscient est programmé par tout ce que tu vois et ce que tu entends, et qu'il mémorise beaucoup mieux ce qui est assujetti à de fortes émotions. Donc, à chaque fois qu'il y a une publicité, on te met une meuf... tu vois ce que je veux dire? Ça génère une émotion, ce qui fait que ton subconscient va retenir, va mémoriser. Et ce qui fait que, sans t'en rendre compte, quand tu vas tomber sur je sais pas moi, le pot de Nutella qui était dans la publicité pour la gonzesse, je sais pas, moi je regarde plus la télé, les gars. L'exemple doit être bidon, mais... Et bah du coup, tu vas acheter ce pot de Nutella. Donc là, on est clairement dans la manipulation mentale, et c'est ce que maîtrisent nos maîtres. Hein, tous ces politiques, tous ces commerçants qui font de la pub. Et donc, ils vont créer un cercle en nous, ils vont nous donner une réalité qui n'est que leur réalité et qui n'est pas la vérité. Et donc, en fait, le principe du paganisme et du chamanisme et même du bouddhisme, en fait, et de la méditation et de la philosophie grecque et de la vraie religion, c'est de sortir de cet anneau de pouvoir, finalement, de cet anneau de pensée qu'on a là, pour enfin accéder au vrai libre arbitre. C'est le libre arbitre qui peut, enfin, c'est la prise de possession de votre libre arbitre qui fait de vous un homme libre. Mais il faut savoir que 99% des actions que vous faites dans votre vie, c'est pas votre libre arbitre. C'est le cercle de fatalité que les Celtes appellent Abred. Oui, là, on va parler un petit peu des triades celtes. Donc, dans les triades celtes, il y a ce cercle de fatalité qu'on appelle Abred. Eh bien, tant que tu sors pas de ce cercle de fatalité, bah, finalement, tu penses être un homme libre, mais tu l'es pas du tout. Et tu n'accéderas pas à l'état supérieur, qui est en Anwen. Alors, la prononciation est peut-être pas exacte, parce que c'est des choses que j'ai lues, dont j'ai pas eu l'occasion de beaucoup discuter. Hein. On peut pas dire que les druides, ça court les rues de nos jours. Vous m'excuserez s'il y en a qui connaissent la vraie prononciation de Anwen, A-N-W-N, qui est, je dirais, le monde supérieur, justement, le monde divin. Eh bien, quand on est en Anwen, c'est aussi une façon de dire qu'on a son libre arbitre. Et avoir son libre arbitre, c'est sortir de l'anneau de pouvoir qui nous contrôle et qu'on peut aussi appeler ce serpent, c'est-à-dire ce serpent des pensées du mental qui passe en permanence en nous, qui ne nous laisse jamais tranquille, toutes ces pensées, qui font qu'on reste enfermé dans ce cercle, enfermé dans cet enclos. Et donc, dans la mythologie celte, on peut d'ailleurs mettre en analogie avec la nordique. Hein, la nordique, en fait, c'est un peu un remake, on va dire. Chez les nordiques, c'est l'Utgard, le Midgard et l'Asgard. Le Midgard, ce serait la Bred. Et tiens, d'ailleurs, j'ai dit n'importe quoi, là, les gars.
Putain, vous suivez pas. Oh là là, le naze. Excusez-moi, Anwen, c'est le monde inférieur, c'est l'Outgarde. Quand tu sors du cercle des fatalités, tu as une chance d'aller en Gwen. Enfin, d'ailleurs, bon, bref, c'est pas trop grave. On va passer avec le prisme nordique, je connais mieux. Mais oui, en haut, c'est Gwen, ensuite, c'est Abred, et ensuite, c'est Anwen. Donc, je me suis un petit peu trompé. Autant pour moi. Hein. Et quand tu es dans l'Asgard, on va dire pareil, c'est que tu as ton libre arbitre. Le Midgard, c'est l'état un peu intermédiaire. Mais avoir son libre arbitre, en gros, c'est sortir de ce cercle de pensée. Et ce cercle de fatalité, il est lié au besoin animal de manger, de baiser. Tous ces besoins auxquels tu réponds sans réfléchir bah, font que finalement, tu n'es qu'un animal, tu vois, t'as rien d'un dieu. Un dieu, c'est quelqu'un qui est capable de prendre son destin en main. Et l'être humain, en fait, il est à l'intermédiaire entre le divin et l'animal. Et donc, quand tu es dans ton libre arbitre, quelque part, tu te rapproches du monde divin. Ça ne veut pas dire que tu es un dieu non plus. Hein. C'était pour expliquer, les gars. Mais si tu suis nos chers médias occidentaux Illuminati, il n'y a que du cul, que de la violence, ils nous donnent toujours envie de plaisir. Bah, ça, c'est tout ce qui va te mener donc en Outgarde, qui va faire de toi un animal et qui va faire que tu vas jamais élever ton niveau de conscience. Tu vas jamais vraiment être un homme libre. Tu vas jamais sortir du lot, en fait. Et donc, voilà, je voulais juste parler de ce cercle de pouvoir, cet anneau de pouvoir que, en fait, nos maîtres mettent dans notre esprit, et ils peuvent le mettre à la fois par le biais des religions, mais aussi par le biais du paradigme moderne, qui est retranscrit par les médias. Moi, j'aime bien appeler ça la religion consumériste, le politiquement correct. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Maintenant, de toute façon, je vais prendre vos questions. Donc là, je vois que ça va faire bientôt 1 heure d'émission. Donc, chose promise, chose due, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, à partir de maintenant, je vais prendre les questions. Je vous demande juste de ne pas hésiter à les réécrire parce qu'il y en a beaucoup. Et bien marquer questions en gros devant. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions sur ce qu'on vient de dire, mais vous pouvez le faire aussi, à la limite tout de suite. Comme ça, on termine avec ça. Et après, bah, vous me direz votre avis, ce que vous aimeriez voir sur Pagans TV, ce qui vous intéresse le plus. Alors. Ouais, en plus, il y a quand même pas mal de monde, je suis content parce que pour un direct improvisé comme ça, direct, c'est bien, il y a 58 000 spectateurs. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, le voyageur. Alors les gars, je vais commencer à la question du voyageur qui m'a mis un joli A, Pagans TV. Eh ben les gars, faites comme lui, tiens. Ouais, lui c'est un bon, lui. Parce que là, ça flash. Quand vous posez une question, vous mettez A, Pagans TV, ça me le met en orange. Alors, les triades celtes, ça a un rapport avec leur signe. Bon, alors, autant l'idée était bonne, autant la question n'est pas très claire. Tu m'en veux pas. Leur signe, c'est-à-dire comment ça, leur signe faut que tu précises là. Les triades celtes, en tous les cas, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elles ont été rédigées par les bardes et que c'est la survivance de la mythologie celtique. La mythologie celtique a pu survivre au travers des bardes, de leurs triades, mais également de leurs légendes, au travers des contes. Bref, avec la méthode, on va dire, hermétique. Les contes, c'est pour endormir les enfants, mais c'est pour réveiller les adultes. Un Grimaud qui m'avait dit ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alors. Ah, parfait, j'en vois d'autres. As-tu des informations supplémentaires par rapport au Doggerland Oleg? Alors, oui. Et on répondra à ça jeudi, pas demain, l'autre, avec Arcana, hein, puisque vous savez que il y aura la première émission entre guillemets officielle
dans 8 jours. Donc oui, oui, on en parlera, on donnera plus de détails. D'ailleurs, dans mon livre, il y a plus de détails. Ensuite, attendez les gars. On va passer à la question de Zénatique. Ton avis sur la méditation et son impact sur tous les plans spirituels. Alors, justement, je voulais vous montrer une vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée. Et d'ailleurs, bon, techniquement, je ne sais pas si c'est vraiment faisable de montrer une vidéo. Mais sinon, je vais peut-être la partager sur Facebook ou sur Pagans TV. Une vidéo par rapport à un Asiatique qui maîtrisait les arts martiaux, qui méditait, qui avait fait des stages de méditation en forêt très très intenses et qui derrière avait développé des capacités vraiment exceptionnelles. Il avait vraiment un magnétisme dans les mains très 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 puissant. Il avait une vraie puissance dans les mains. Hein. Il était capable en fait de donner des décharges électriques, d'électrocuter les sujets. Donc c'était un magnétiseur si vous voulez, mais haut voltage quoi. Il avait vraiment une grande force électromagnétique, c'est-à-dire un très gros chi, comme disent les Asiates. Nous on dira plutôt le prana. Mais la méditation, ça permet déjà comme je disais, de sortir du cercle d'un autre pouvoir, de sortir de ses pensées énotiques, de calmer son mental et d'avoir l'esprit plus clair et de développer son libre arbitre. C'est-à-dire, si tu veux être toi-même, développer ton libre arbitre, il faut que tu fasses le ménage dans ta tête. Et la méditation, en ça, aide énormément. C'est même pas qu'elle aide énormément, c'est que pour moi, c'est le seul exercice qui permet de travailler là-dessus et de se libérer effectivement de ses pensées. Hein. Que ce soit le bouddhisme, que ce soit nos anciens à nous, hein, qui méditaient aussi, que ce soit les Grecs, qui de toute façon ont hérité de la tradition en réalité celto-nordique. Hein. Bon, il y a aussi une influence égyptienne, mais d'où vient la tradition égyptienne, c'est pareil. Là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais cette fameuse tradition de nos druides, de nos vikings, à la base, elle est authentique, quoi. En tout cas, elle est très proche de l'authenticité. Et donc, les Grecs, le stoïcisme, on peut aussi parler de contemplation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser, il faut se concentrer sur un point fixe, il faut observer son mental, il faut se concentrer sur son souffle. Ça permet donc de sortir de ce cercle et de gagner en libre arbitre, en clarté d'esprit. Mais ça permet également, justement, comme je vous le disais juste avant, avec ce magnétiseur chinois très puissant, d'augmenter son chi et d'augmenter son aura, c'est-à-dire son âme. Parce que l'âme existe, quoi. Ça a été mesuré, bon, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais je le redis là. Ça a été mesuré en Allemagne. C'était un article que j'avais vu, enfin plusieurs articles de sources sûres. Hein. C'est peut-être dans d'autres pays aussi. On est capable maintenant, avec certains appareils à haute fréquence, de lire l'aura, c'est-à-dire l'âme, en fait, c'est-à-dire le corps énergétique. Bon, après, on a plusieurs corps énergétiques, mais là, ils arrivaient à en voir un. Et donc ça, c'est pareil, c'est tout le monde invisible divin qui était reconnu à l'époque païenne, et puis qu'ensuite on a dit que ça n'existe plus. Enfin là, on a dit que c'était le diable après, avec l'époque abrahamique, et puis aujourd'hui on dit que ça n'existe plus. Et puis bon, avec la physique quantique, on commence à être obligé de dire que si finalement ça existe. Bref, donc la méditation permet d'augmenter sa force vitale, c'est-à-dire son essence, son âme, son aura, et ça permet de faire la clarté dans son esprit. Ça permet également de s'auto-hypnotiser, donc de reprogrammer en fait son cerveau. Hein, son cerveau et son mental, c'est comme un ordinateur en fait. Donc, mais après, c'est difficile, hein, mais c'est faisable. C'est beaucoup de travail, mais c'est faisable. Tu peux te programmer, par exemple, pour si tu veux te retrouver dans un état de fureur, tu vois, de fureur guerrière et tout, tu peux t'entraîner par des visualisations régulièrement avec des images et des sons qui vont te mettre dans cet état. Parce qu'il y a vraiment, pour programmer son cerveau, en fait, c'est simple. Hein. Les émotions, tout ça, c'est lié à la conscience, aux images, aux sons que tu vas avoir. Et plus ces images, ces sons vont être forts, plus tu vas t'entraîner,
plus ça va générer des émotions, des états d'être chez toi. Donc, bon, après, voilà, je vous conseille franchement pas de vous entraîner à être méchant, à être énervé, à avoir la haine, parce qu'après, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver. C'est-à-dire que si vous utilisez ce savoir pour des fins purement personnelles, il peut vous arriver des petites misères. Mais quelque part, c'est la justice divine, hein, c'est tellement bien fait, la nature. Si vous commencez à trop vouloir, par exemple, être agressif euh, ou être surpuissant, vous risquez de faire baisser votre taux vibratoire. Parce que c'est bien simple, en fait. Je pense que le taux vibratoire est intimement lié à l'intention du cœur. Et si ton intention est altruiste, si ton intention, tu vois, c'est de faire du bien globalement à la communauté, globalement au reste du monde, quelque part, ça c'est un peu l'amour, on va dire. Hein. Là-dessus, le christianisme n'a pas tort. Quand tu es dans cet état-là, tu vas monter en vibration. Alors que quand tu recherches à dominer machin, tu risques de baisser en vibration. Et là, vaut mieux pas méditer parce que tu peux avoir des... Bah, au contraire, ta santé va pas forcément se développer dans le bon sens du terme, quoi. Mais c'est extrêmement puissant. La méditation, c'est clair. De toute façon, je ferai une vidéo bientôt. Ça fait longtemps que je dois la faire, mais je veux vraiment bien la faire. Où je vous donnerai des exemples. J'essaierai de vous donner envie de méditer et surtout vous retranscrire mon expérience personnelle pour vous inspirer. Notamment méditer aussi dans des endroits naturels, c'est vraiment très très bien. Alors, ensuite, où en étais-je? Parle-nous de la spiritualité. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est un peu flou. Je n'emploie pas ce mot. Je préfère parler de tradition spirituelle, de monde spirituel, de tradition, de monde divin. Parce que, en fait, pour moi, la spiritualité, c'est un peu tout ce qui est New Age, c'est un peu tout ce qui est... c'est un peu infondé, c'est un peu une mode, c'est un peu des trucs... c'est des concepts un peu flous des fois. Et pour moi, je le classerais en bas. Si je devais faire des catégories, je mettrais la spiritualité en bas, je mettrais la religion, bien que dogmatique, au-dessus, parce qu'elle est quand même, comme le disait au début de l'émission, je sais plus qui, elle est quand même basée, la religion, sur la tradition à la base. Donc c'est basé sur des bases solides, même si derrière, il y a un cadenas. Et ensuite, au-dessus, je mettrais la philosophie, l'approche païenne du monde divin et philosophique, comme je le disais. Ça, c'est pour moi, c'est au-dessus. C'est ça, d'ailleurs, la vraie religion. C'est connais-toi toi-même. D'ailleurs, en ça, ce que j'aimerais dire, c'est qu'à la base, religion, ça veut dire relié au monde divin, relié à la création, relié la créature à la création, en fait, parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux, en fait. Et à la base, c'est ça la vraie religion, c'est rechercher la connaissance, chercher à s'élever, chercher à se rapprocher du divin, sachant qu'il n'y a pas de séparation entre toi et le divin. Alors que, du coup, avec les sectes abrahamiques, le mot carrément religion a changé de sens. Religion, ça veut plutôt dire relier les gens, c'est-à-dire, tu vois, relier les gens, mais leur mettre des liens, quoi, tu vois, les attacher, en fait. Faire un groupe, tous nous attacher ensemble, nous mettre, en fait, dans un égrégore, nous mettre dans une secte, en fait. Et au final, il y a plus vraiment de lien direct avec Dieu, même s'ils te disent que si, il y a ce lien où tu es toujours, comme je disais, Dieu est au-dessus, toi tu es en dessous, donc il y a quand même une séparation, tu vois, bien qu'il le nie. Et donc voilà, même le sens du mot religieux en fait a changé en fait à cause de. Il faut savoir que voilà, même le sens des mots change à cause de la croyance qu'on a fini par imposer aux gens. Donc voilà, spiritualité pour moi c'est le dernier niveau, philosophie, religion dogmatique, spiritualité. Et normalement, à la base, le vrai sens du mot religion, c'est se relier au monde divin. Donc c'est pour ça qu'on pourrait parler de religion païenne, de religion hyperboréenne. Mais j'essaye de ne pas employer ce mot pour pas, comme je disais au début de l'émission, reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs
C'est-à-dire, conceptuellement parlant, ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire rentrer dans un dogme, dans une adulation de tel ou tel dieu. Non, c'est pour ça que je préfère parler de tradition hyperboréenne, de tradition spirituelle et de philosophie. Question suivante. Donc, merci à toi, Zénatique. Alors, l'armoricain. Ah, l'armoricain. L'armoricain. Envoie-moi un message sur Facebook. Je sais, parce qu'il y a un moment donné, il y a un mec qui m'avait envoyé un message super intéressant, mais j'étais en train d'écrire le livre. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je lui ai peut-être répondu vite fait, mais si c'est toi qui voulais me parler de l'armorique, dans le sens hermétique du terme, dans le sens ce qui se cache vraiment derrière la Bretagne et l'armorique, si c'est toi, et d'ailleurs si c'est pas toi, enfin, quiconque s'y connaît là-dedans, c'est du très lourd. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, j'ai envie qu'on fasse un truc. Ceux qui ont lu mon livre, ils savent de quoi je parle. Alors, ensuite, ouais, mais t'as pas mis Apagan TV, l'armoricain, pour ta question. Donc je suis obligé de zapper. Alors, Nabul, non, bon, je rigole, vas-y, je vais lire sa question, mais Apagan TV. As-tu des ouvrages d'auteurs à conseiller pour en savoir plus sur le magnétisme? Alors, le magnétisme pur et dur, non, j'ai pas de livre à te conseiller. J'en ai 2 ou 3, mais non, non, j'ai pas de livre à conseiller. Comme je disais, pour l'instant, les gars, éloignez-vous pas, mais gardez ça de côté. Tu vois, tout le côté un peu, oh, c'est génial, c'est de la magie. Gardez-le de côté parce que c'est très séduisant et c'est pas le bon chemin. Apprenez d'abord à vous connaître vous-même, à comprendre tous ces principes là que je disais de libre arbitre. Et après tout ça, ça viendra. On en parlera, mais pour moi, tant que j'ai pas compris tout dans un domaine, je préfère pas trop l'aborder parce que après on est sujet à se faire manipuler, quoi. Et puis c'est quand même des trucs dangereux, hein. C'est de l'énergie, quoi, hein. C'est comme le mec, si tu commences à vouloir toucher à un transformateur EDF, tu vois ce que je veux dire, et que tu sais pas, parce que par exemple, tu as entendu parler, parce que c'est un monde qu'on connaît tellement pas, le magnétisme aujourd'hui. Imagine, nos ancêtres, eux, par contre, connaissent pas peut-être les transformateurs EDF, ou on va dire n'importe qui n'a jamais vu un transformateur EDF de sa vie, un gamin, et qu'on lui a raconté que ça permet de faire de la lumière, ça permet de chauffer. Tu vois, comme nous, on nous raconte le magnétisme, ça permet de guérir, mais on n'y connaît rien. Si tu commences à toucher à ça, c'est comme le gamin qui va essayer de faire de la chaleur dans une centrale EDF, t'imagines, il va se tuer, le gamin. Là, c'est pareil avec le magnétisme, tu vois. Pour l'instant, on n'y connaît pas, on s'y connaît pas assez. Moi, j'arrive à l'appréhender sur un plan concret. Mais après, il faut connaître vraiment tous les principes, avoir expérimenté de façon sécure pour vraiment, à mon avis, se lancer dedans. Bon, après, il y a sûrement des magnétiseurs très sympas. J'ai discuté avec 2 ou 3, mais après, c'est toujours pareil. Faut vérifier, quoi. Et pour pouvoir vérifier, il faut connaître. Et moi, pour l'instant, je suis encore en recherche là-dedans. Donc, si vous, par contre, vous avez des très bons bouquins qui expliquent ça de façon claire, nette, précise, qu'on sorte un petit peu du mysticisme, je suis preneur. Alors, la Maurica, merci. Dana, c'est pareil, t'as pas mis à Pagan TV. C'était de la poire ou de la Mirabelle? Je sais pas de quoi il parle. Ah, peut-être ça. Bah, comme je disais, ça, c'est la boxe. C'était à l'entraînement de boxe anglaise. Alors. Ouais. Alors, celle-là, je l'ai déjà lue. Nobul Marteau, as-tu des informations sur Doggerland? J'ai dit que je répondrai dans 8 jours avec Arcana, parce que ce sera le sujet. Enfin, Atlante Hyperborea, c'est lié à ça, hein. Donc, tac. Ouais, mais en fait, je suis en train de repartir sur. Ah oui, d'accord, je fais n'importe quoi, en fait. Excusez-moi. J'en étais où? Ah bah, Ludoviking. Il me dit, parleras-tu des runes? Mais évidemment. Ah, je le connais, Ludoviking. Il est très très sympa et il s'y connaît bien aussi. Donc oui, oui, on va en parler et j'en parlerai sûrement avec 1 ou 2 spécialistes qui je dialogue en ce moment. Les runes, c'est un monde fantastique. Et c'est pareil, c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on ne croit. On fait croire que c'est une écriture bizarre, primitive, mais en fin de compte, on regarde ça de haut avec notre regard d'homme moderne, prétentieux, mais en fait, c'est scientifiquement, c'est au-dessus, quoi. C'est au-dessus.
Donc ouais, on va en parler, les gars. Alors bah oui, j'ai. Alors là, question du voyageur. Feras-tu d'autres vidéos sur la méditation? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en prépare une en ce moment, mais là j'ai beaucoup de boulot, donc. Mais elle va sortir très bientôt. Crois-tu aux reptiliens? Ça c'est Saint-Germain 999. Crois-tu aux reptiliens? Euh, Honnêtement, pas vraiment. Pas de la façon dont c'est présenté sur Internet. Mais le principe, au bénéfice du doute, je dirais ni oui ni non, quoi, tu vois. Ça aussi, tu vas me dire, c'est une réponse de Normand. Ben, je suis Normand, hein. Mais tu sais, les Normands, en fait, ils sont très imprégnés du tempérament viking et donc du tempérament des païens, des pagans, des pagans, des anciens. Et donc, on est tellement attaché à la vérité que on ne veut pas donc mentir et donc on peut pas te dire ni oui ni non en fait parce que j'ai pas envie de te dire une connerie quoi. C'est encore une fois, tu vois, ce paradoxe, il faut refuser la séparation, il faut refuser la dualité, il faut refuser de se mettre dans un camp, il faut refuser l'étiquette. Il faut se positionner, mais avec des principes, tu vois. Tu positionnes un curseur, bah moi je suis là, tu vois. T'es de gauche ou t'es de droite? Bon, de nos jours, dans le contexte actuel, je suis de droite parce que j'estime que on est dans un gauchisme abusé. Mais dans l'absolu, je suis ni de gauche ni de droite. Je suis au point d'équilibre, tu vois. Dans l'absolu. Comme je disais, aujourd'hui, je suis plus à droite, parce qu'il faut revenir à droite, à mon avis, pour rééquilibrer les choses. Et donc, voilà, là, ça c'est pareil. N'hésitez pas à dire, à répondre sans dire oui ou non. C'est ça aussi, l'ouverture d'esprit et le doute serein. Alors, c'est quoi? J'en étais où? Le problème, c'est que dès que vous posez une question, ça revient au début. Putain, je sais plus où on en est, les gars. Ah, hey, les gars, s'il vous plaît, arrêtez les questions. Arrêtez les questions. Parce que là, sinon, je vais pas répondre à toutes les questions. Et en plus, j'arrive même pas à retrouver le début de la file. T'imagines le truc. Donc, je suis désolé. Essayez d'arrêter d'écrire sur le chat pendant quelques temps, le temps que je finisse les questions. Et après, à la limite, je vous donnerai un dernier go. Non did you. Alors, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Euh... Ouais, question actu, ouais, sans doute, ouais. Enfin, non, c'est pas sans doute, c'est sûr. Mais je voulais faire la surprise. Tu faisais quoi comme sport dans l'adolescence? Bon, c'est pas le sujet de la soirée, je suis désolé. Mais sur Esprit Viking, et bien sûr, on va en parler, hein. Alors, Alexandre Canton, salut Alexandre, un ancien guerrier là. D'ailleurs, t'as séché les cours là, hein? C'est un ancien apprenti, hein, j'étais en train d'initier. Alors, j'espère que ça se passe bien pour toi. Quel livre conseilles-tu pour un retour à nos racines? D'État. Mais sans vouloir. Franchement, bah, mon bouquin, en fait, c'est un recueil justement de tous les livres que j'ai lus. Et je vais continuer à en lire parce que on n'a jamais fini d'apprendre de toute façon. Mais franchement, moi, j'en suis très fier parce que, bah, justement, j'ai essayé de synthétiser en fait tout ce que j'ai dans la tête là-dedans. Bon, j'ai pas tout mis non plus, mais je dirais que c'est une très bonne entrée en matière. Et justement, dans ce livre, si vous voulez lire, eh bien, une fois que vous aurez lu ce livre, vous aurez d'autres pistes, puisque je cite dans ce livre tous les auteurs qui m'ont influencé, les noms des ouvrages. Vous avez, alors je ne les ai pas tous cités, parce que j'ai lu une centaine de livres, mais j'ai cité peut-être les 10 ou 20 meilleurs bouquins, ou les 10 meilleurs auteurs, qui à mon avis vont valoir le coup. Mais je pense que ça, c'est une excellente façon de... Je pense, hein. Je pense que c'est un très bon bouquin, parce que j'en ai quand même vendu pas mal. Quand tu vois ma capacité de promotion, on va dire, est pas grande. J'en ai vendu pas mal et derrière, j'ai eu que des retours positifs. Et des très bons retours positifs. Donc, déjà, on va dire commencer par celui-là. Et de toute façon, bah, tout à l'heure, je vous en ai parlé, je vous ai donné quelques bouquins. Et d'ailleurs, je commence à dire maintenant les bouquins que je lis, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'en conseillerai d'autres, ça viendra, ça aussi. Ouais, je conseillerai de plus en plus de livres, c'est clair. Merci Alex. Ensuite,
penses-tu des Bretons? Alors, Académie bretonne. Bonjour, que penses-tu des Bretons? Ont-ils une chance de récupérer leur esprit? Les Bretons, en fait, c'est hyper intéressant. Je pense que voilà, c'est toujours pareil. Il faut pas poser une étiquette sur une personne parce qu'elle est bretonne, etc. Je pense que les Bretons, ils ont un immense pouvoir parce qu'ils sont déjà un petit égrégore et ils sont déjà assez proches des traditions druidiques et tout ça. Donc, pour moi, les Bretons, c'est des frères païens, clairement. Mais après, c'est vrai que chez les Bretons, il y a aussi un fort égrégore chrétien catholique. Et d'ailleurs, tout ça, je l'explique bien dans mon livre. Pourquoi c'est parce qu'à mon avis, justement, comme l'armorique, parce qu'il y a la Bretagne, puis il y a l'armorique, hein, d'après les initiés, de ce que j'en ai compris, l'armorique, c'était effectivement vraiment un fief païen très, très, très puissant. Et ça a été très, très violent en armorique, à tel point qu'ils ont rebaptisé l'armorique Bretagne pour justement effacer les racines païennes. Et c'est pour ça qu'on a un christianisme très fort, mais c'est un christianisme institutionnel, un christianisme aux racines romaines esclavagistes, à mon sens. Hein. Mais malgré ça, il y a quand même un égrégore breton très fort, il y a le sens du druidisme qui est très fort. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui est assez étonnant en fait, après je peux me tromper, hein, ami breton, il n'y a pas de problème, on peut en discuter hein, si vous n'êtes pas d'accord, mais il y a quand même le druidisme qui est très proche, pour pas dire infiltré par la chrétienté depuis longtemps, même si du coup on a quand même, grâce à ça, on va dire le druidisme aussi qui a été un peu sauvegardé. Mais disons qu'il y a un mélange, il y a un christianisme celte aussi, un christianisme celtique. Mais finalement, voilà, il y a une forte influence chrétienne romaine. Donc le cas de la Bretagne, c'est très intéressant en fait. Mais c'est vrai que la question, quand il dit ont-ils une chance de récupérer leur esprit, je pense qu'ils pensent à ça. C'est vrai que les Bretons, moi, ce que j'aime chez la Bretagne, c'est vraiment les mégalithes, le côté en fait racine armoricaine. Et je pense que c'est largement possible hein, de faire de la Bretagne un vrai pays de libre païen, mais il y a effectivement quand même un égrégore chrétien très puissant là-bas, parce que justement le pouvoir sait pertinemment que l'armorique c'est le cœur de l'ancienne tradition, et donc il fallait absolument qu'il barricade au niveau mental, au niveau lavage de cerveau, au niveau donc des clercs, c'est-à-dire que tous ceux voilà qui inculquent, qui sont les intellectuels, qui inculquent la tradition, qui inculquent le programme donc dans lequel on est enfoncé depuis 2000 ans à la naissance. Voilà, ils savent que justement il y a une possibilité que le paganisme authentique revienne en armorique. Donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent druides en fait et puis qui en fait veulent toujours faire. Enfin, il y a beaucoup de Bretons qui s'affichent. Nous on est chrétiens, nous on est chrétiens. On a des racines gauloises celtiques, mais on est chrétiens. On n'a rien à voir avec les païens, on n'a rien à voir avec les vikings, on n'a rien à voir. Bref, ils veulent isoler la Bretagne du reste. Tu vois. Donc au final, c'est vrai que cet esprit-là est pas très porteur. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, moi je pense que c'est assez pervers les Grégor bretons, c'est qu'en fait ils ont voulu isoler la Bretagne du reste pour pas qu'elle contamine positivement son esprit païen, j'ai envie de dire son esprit druidique, pour qu'il reste enfermé en Bretagne. Ils se sont dit finalement on va peut-être autoriser un régionalisme très fort, un nationalisme breton, parce que peut-être que finalement si on arrive après à mettre une caste puissante et qu'on fait un druidisme en fait qui est plutôt chrétien, finalement on va pouvoir empêcher donc le paganisme de se développer. Donc c'est intéressant la Bretagne et l'armorique. On en reparlera sans doute. Et s'il y a des Bretons qui veulent en parler, carrément quoi. Alors, ensuite, quel est ton programme de musculation? Les gars, c'est pas là. Là, maintenant, j'ai séparé Pagans TV des Esprits Vikings. Mais à la limite, je pourrais peut-être faire un direct sur Esprits Vikings si ça vous tente, ceux qui sont intéressés par ça. De toute façon, la musculation, c'est pas fini. Hein. Ça va reprendre. Là, il y a les beaux jours. J'ai un projet intéressant pour la muscu libre, etc. sur Esprits Vikings. Ensuite, pour mettre en relation les païens, pour faire renaître des villages gaulois un peu partout, serais-tu intéressé par un Discord de Wellno? Qu'est-ce que tu veux appeler un Discord? Il veut faire un Discord en gros, pour créer un lien entre les libres païens. Moi, oui, ça m'intéresse. Écris-moi sur Facebook. On en reparlera, Wellno.
Alors, le voyageur, quand je parle de leur signe, c'est le signe très connu des 3 spirales. Oui, mais du coup, j'ai oublié le sens de la question. Oui, tu parles du triskel. Oui, bah, le triskel, il y a un sens philosophique, mais une philosophie qui est liée aussi, on va dire, à la métaphysique, au spirituel. Euh, oui, oui, il y a un sens, il y en a 3. Hein. De toute façon, tu retrouves souvent les mêmes concepts aussi, avec le ternaire. Ensuite, Ludoviking, t'inspires-tu de René Guénon pardon, quand tu emploies l'expression tradition primordiale? Non, je ne m'inspire pas de René Guénon, bien que je connaisse bien cet auteur, que j'ai lu en fait des. Moi, je lis aussi beaucoup, vous savez, d'extraits. Sur Internet, tu trouves des extraits des auteurs, mais je m'inspire pas de lui, même s'il est intéressant, effectivement. En fait, je m'inspire plus par rapport à ça, de Julius Evola. Julius Evola est plus intéressant, et bah tiens, quand on parlait de méditation tout à l'heure, il y a un ouvrage de lui qui est intéressant, mais il est extrêmement cher, donc je vais pas vous le faire acheter ça. Mais je sais que Guénon aussi, mais de toute façon, tous les gens authentiques, ils parlent de la tradition. Ça, c'est clair. Hein. Ceux qui en parlent pas, c'est parce qu'ils soit ils sont ignorants, soit ils sont dans le système, ils veulent nous dominer. Après, René Guénon, je sais qu'il a fini par se convertir musulman, etc. Donc après, chez les musulmans aussi, il y en a qui reconnaissent la tradition, c'est les soufistes. Et mais bon, voilà, du coup, je préférais lire d'autres auteurs parce que le projet, c'est pas de devenir musulman non plus, quoi. Parce que bon, même si lui il est soufiste, comme le disait Evola, en fait Guénon il te dit des choses, mais il te donne pas, il t'explique pas tout, il va pas jusqu'au bout. Il te dit ah bah faut rejoindre, en gros il te dit qu'il faut rejoindre la secte soufiste musulmane. Donc au final, en gros, après une fois que tu arrives dans ces sectes-là, bah, comme tu es quand même dans les l'égrégore musulman, bah tu gardes la connaissance pour toi et puis tu la donnes pas aux autres. Donc finalement la vertu elle est où? Et puis le problème de ces sectes-là, là, d'initiation, que ce soit soufiste ou même chez certaines sectes, on va dire allez, judéo-maçonnique, ou alors dans les hautes sphères catholiques, dans le haut clergé catholique, tu as aussi ces principes d'initiation. C'est-à-dire que on va te donner des trucs, on va t'aider. Mais le problème, c'est que il y a une loi dans ce domaine, c'est que quand un maître t'initie, quand tu es initié par quelqu'un, quand c'est pas toi qui fais l'effort par toi-même, si tu veux, pour t'élever, tu as une dette éternelle envers ce maître. Et cette dette consiste en ne jamais communiquer ses savoirs, à les garder pour toi. Tu n'as pas le droit de les communiquer. Si tu commences à vouloir partager avec un ami les connaissances que tu as appris par vertu, par envie, eh bien, tu vas être mis à mort. Donc, ça s'arrête là, quoi. C'est hyper enfin, de ce point de vue-là, c'est dangereux, c'est des sectes, quoi. Et moi, j'aime pas trop ce principe de transmission initiatique où je te transmets le truc, mais tu dois garder le secret, tu vois. C'est tout ce que j'aime pas, en fait. C'est le même principe qu'on disait au départ des religions abrahamiques, de tout garder pour toi et de dominer l'homme. Donc, c'est pas trop mon truc, quoi. Euh, et c'est pour ça que voilà, je recommande pas René Guénon parce que moi, je vais pas vous dire, tiens, allez dans telle secte païenne, ils vont vous initier, vous allez avoir tel pouvoir. Non, 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 non. Si un jour je vous dis ça, méfiez-vous de moi. Méfiez-vous de moi. Peut-être que derrière j'ai un gros chèque. Non, mais honnêtement, c'est vrai. Il faut toujours avoir un esprit critique. Toujours. Tu peux rencontrer quelqu'un très bien pendant des années, il te dit plein de vérités, et puis au bout d'un moment donné, bah, il va pas te dire toute la vérité. Après, ça veut pas dire qu'il te fait du mal, le gars. Mais faut toujours être dans le questionnement, tu vois. C'est ça l'esprit païen. C'est toujours une petite remise en question. Donc non, moi je suis plus dans une logique de trouvons la connaissance par nous-mêmes, même si ça prend toute une vie, même si on la trouve pas, plutôt que de tricher, j'ai envie de dire, que quelqu'un te la donne, et puis qu'ensuite, ce qui est affreux, quoi, c'est que tu peux pas la partager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager, tu vois. Là, l'émission de ce soir, c'est mon premier direct. Je trouve ça super sympa parce que vous êtes super nombreux, il y a plein de messages, il y a de l'enthousiasme. Mais c'est génial parce que j'ai le droit de partager, j'ai le droit de dire tout ce que j'ai sur le cœur. Pourquoi? Parce que j'ai pas signé un contrat moral ou spirituel avec une quelconque secte. La plupart des gens qui connaissent ces choses-là sont des membres de sectes, je vous le dis clairement. Les gens comme moi qui apprennent ça par eux-mêmes, je suis pas le seul, hein, mais c'est très rare. Et donc, moi, j'ai le droit de dire ce que je veux, voilà. Et je m'éclate à faire ça, et j'ai certainement pas envie de vous orienter vers des sectes.
Et René Guénon, au final, c'est ce qu'il fait. Donc voilà pourquoi, non, Guénon, non, préféré Evola, à la limite. Moi, j'aime bien Evola. Euh, Ensuite, à Pagan TV. Les lives seront-ils re-uploadés par la suite? Bah normalement, ouais, ils vont rester dessus. Ouais, il va rester dessus, Ragnarsson. Je sais pas si c'est mon pote Ragnarsson d'ailleurs. Si t'es là, Ragnarsson, faut qu'on s'appelle. Ensuite, merci, c'est sympa. Question. Est-ce que tu pourrais compter les mythes et légendes tels que le ferait un enchanteur au coin du feu? Ça serait cool. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, ouais, c'est possible. Mais ça, à mon avis, je le ferais pas en direct. Je ferais plutôt tu sais, des vidéos exprès. Ça, carrément. Et si vous avez des idées, des idées de mythes intéressants à raconter, parce que je connais pas tout non plus, hein, bah n'hésitez pas à m'envoyer des infos, des histoires rigolotes qu'on pourrait partager ensuite avec tout le monde. Ensuite, question. Crois-tu à la théorie des reptiliens? Ah, désolé, j'ai encore refait un. Alors, attends, il faut que je récupère le film. Ouais, je sais plus où j'en suis. Donc, Ludoviking, je t'ai dit oui, on va parler des runes. Oleg, quel conseil peux-tu donner? Mais d'ailleurs, Ludoviking, toi, t'es pas con, hein, toi aussi, tu peux faire des recherches dessus. Hein. Parce que là, je vais bosser sur le site pagans.eu. Alors là, ça sert à rien d'y aller, il est pas du tout prêt, mais j'ai envie qu'on se fasse un beau site internet, que vous puissiez aussi envoyer vos articles, que vous puissiez contribuer. Hein. L'idée, c'est qu'on fasse un travail. Enfin, plus ça va aller dans le temps, plus je vais me rapprocher de vous et plus on va travailler en collaboration. Donc, n'hésitez pas vous aussi, voilà, à faire des recherches. Hein. Moi, je les relayerai parce qu'on a tellement de choses à découvrir, on a tellement de choses fabuleuses à faire que c'est pas avec un seul homme qu'on va y arriver, quoi. Oleg, de Nobule Marteau, quel conseil peux-tu donner dans cette société où tout est hyper sexualisé et où nos nerfs sont mis à l'épreuve? Ah, très bonne question. Très bonne question. Effectivement, une société hyper sexualisée où tu vois beaucoup de très jolies femmes. Bah, j'en avais parlé dans ma vidéo Le secret du cerveau sur Esprit Viking, à un moment donné. Je disais qu'effectivement, le fait de voir toujours des belles femmes, que ce soit dans les publicités ou n'importe où, bah, à chaque fois, en fait, nous, on est une machine. Hein. Tu vas sécréter bah, du coup des hormones de désir. Mais au final, c'est un effet pervers parce que tu as envie, tu as guichet, mais tu peux pas en fait, tu peux pas, tu peux pas accomplir la pulsion. Et du coup, il y a un double effet pervers parce que déjà, tu es frustré, ça génère une frustration. Et en plus, comme ces femmes-là sont des femmes refaites, des photos refaites, et elles ne sont pas réelles, et en plus, c'est les plus belles femmes du monde, ça génère une deuxième frustration qui est que quand tu regardes ta copine, c'est vrai, bah malheureusement, c'est pas le même niveau, quoi. Il faut être honnête. Donc, c'est comme tout, quoi. Faut pas hésiter parfois à simplifier un peu les choses pour les comprendre. Mais quelque part, on est un peu aussi comme des machines. Tu peux faire des comparaisons. Si tu as l'habitude de boire toujours le meilleur des vins rouges, un vin rouge à 800 balles la bouteille, tu pourras jamais boire un vin rouge normal. Tu vas trouver ça dégueulasse. Et du coup, tu boiras plus de vin rouge si tu trouves plus de ce vin rouge-là. Et je pense même que par rapport voilà, à la libido, surtout quand tu es dans des couples qui sont là depuis longtemps, c'est très mauvais pour les couples qui sont ensemble depuis 10 ans, de ce mode de vie où tu as des images de meufs super belles, qui sont forcément plus belles que ta copine, pour les raisons que j'ai expliquées. Ça va forcément générer une frustration et forcément dans ton subconscient, il y a une comparaison qui va s'effectuer, que tu le veuilles ou non. Et tu seras moins attiré par ta femme. Et ça, c'est une tristesse pour le couple. Donc, il m'avait posé la question, as-tu des remèdes, je crois? Et effectivement, le remède, ou le conseil, moi je le dis clairement, c'est ne regardez plus les médias, justement, les médias mainstream. Donc évidemment, plus de télévision, mais pareil, plus de sites internet mainstream, parce que c'est pareil, dès que tu vas sur Hotmail, tu te déconnectes, t'as des culs, t'as des seins, c'est gueudin. Donc, stopper les médias mainstream, regarder les médias alternatifs, où bah, déjà, c'est rare qu'il y a des trucs de cul dessus. Et puis, à la limite, en plus,
Après, c'est hyper dur. Alors, un truc pour se passer de la télé, maintenant, ce qui est bien avec YouTube, c'est que, tu sais, YouTube, il y a des interfaces qui sont intéressantes, qui sont développées soit sur ta Freebox, soit même si tu n'as pas de Freebox, maintenant, tu as des mini-box exprès que tu branches sur ta télé pour avoir Internet, pour avoir des mini-lecteurs DVD, pardon, un petit lecteur DVD où tu mets tes clés USB dessus, et tu as aussi une interface YouTube dessus, et une interface avec Arte aussi. C'est intelligent, Arte. Et en fait, tu deviens maître. Tu as ton libre arbitre. Tu choisis ce que tu vas regarder ce soir. T'es plus la télé, tu vois. Bon, après, c'est pareil, sur YouTube, tu as beaucoup de trucs aussi aguichants. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Au moins, là, tu peux regarder un truc peinard avec ta copine sans être confronté à tout ce racolage de pubs sexuelles, et pas que sexuelles d'ailleurs, hein. Toutes ces envies qu'on te donne, toujours l'envie de la voiture neuve aussi, la voiture neuve qui va te faire dépenser de l'argent pour rien, tu vois, de l'argent que tu aurais pu mettre pour t'acheter un jardin, pour te lancer dans la permaculture, et bah tu vas la foutre dans une bagnole parce que tu auras regardé 15 fois la pub et ça t'aura donné envie. Donc couper les médias, profiter de la liberté sur Internet. Il y a des petits trucs comme ça. Maintenant aussi, tu peux choisir tes films. Même moi, je regardais plus les films parce que j'en étais dégoûté. Puis en fait, au bout de 2 ans de sans regarder de films, j'ai vu des DVD à 2 euros. Il y a des DVD vachement intéressants, surtout les trucs cosmiques. Moi, j'aime bien les films genre Seul sur Mars ou Prometheus. Prometheus, ça c'est vachement intéressant, tu vois. Comme la série des Matrix aussi. Prometheus, donc Prométhée en plus, tu vois. On en parlera de ces choses-là aussi. Là, tu deviens acteur, c'est toi qui choisis tes films et donc t'es plus un esclave mental qui subit la manipulation. Alors, merci Nobule Marteau. Ensuite, Daily Kozia. Que penses-tu de la chaîne j'ai dit muscu, c'est pas ce soir, les gars. Corps, Kelteg. Salut, penses-tu parler un jour du néo-druidisme, hellénisme, azatru ou autre courant néo-païen? Oui, on en parlera. Alors, on en parlera. Et comme je le disais, après, moi, ce qui compte d'abord, c'est d'aborder la mythologie, la philosophie de façon libre et que chacun se forge une culture forte là-dedans avant tout de suite de rejoindre des mouvements où on va te prémâcher la chose. Mais du coup, il y a peut-être un risque, tu vois, que tu rentres un peu à un truc un peu, comme je disais, le concept religieux, quoi, que moi j'essaye d'éviter. Notamment par rapport à Lazatrou, là c'est Ragnarsson, un historien très intéressant que j'ai rencontré. Il est en train de faire un travail justement là-dessus, de vraiment essayer de retrouver la vraie mythologie nordique originale. Et il est un peu critique par rapport à Lazatru. Donc, Lazatru, voilà, je me jette pas dessus, quoi. Mais on en parlera forcément. Euh... Oui, effectivement. Evola s'est inspiré de René Guénon, Vegeta, SS. Mais ça veut pas dire non plus qu'il n'a pas sa propre pensée. Alors, attends. Comment être païen dans un monde urbanisé de la part de Aaron Small. Bah, comme je disais, hein, faut coupe la télé déjà, coupe ta télé. Ça c'est un bon exemple. Être un païen, c'est être maître de son destin, donc c'est avoir ton libre arbitre. Donc fais tout ce que tu peux pour avoir ton libre arbitre. Fais tout ce que tu peux pour ne pas être sous l'influence du système. Essaye de trouver ta vraie personnalité, ta vraie vocation. Après, ça sert à rien de le montrer forcément, parce que là, on va tomber pareil dans le côté le paraître. Je suis dans l'apparence, qui est pas la vraie religion non plus, qui est pas la vraie philosophie. Faut que tu essaies de te transformer intérieurement et donc faut que tu essaies de choisir et de te couper de tout ce qui va t'influencer mal. Euh, voilà, préfère, comme je disais, choisir des bonnes vidéos, préfère lire un bouquin et essaye voilà de passer du temps où tu fais des choses pour toi. Voilà. Pense à toi-même. Mais après, il y a la vidéo que j'ai fait sortir de la Matrix qui peut peut-être t'inspirer. Voilà, je ferai des sujets comme ça. De toute façon, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'être dans un monde urbanisé, c'est difficile. Je pense que il vaut mieux aller dans un monde un peu plus tranquille à la campagne. C'est clair.
Le mode un peu survivalisme, quoi. Penses-tu qu'un homme peut atteindre l'immortalité du corps par la montée de la Kundalini? L'homme devient donc un dieu. Mais écoute, ça, c'est des sujets qui méritent carrément des émissions entières, qui méritent d'être abordés avec sérieux. Mais je pense que derrière tout ça, il n'y a pas que du flan. Alors l'immortalité du corps, moi, au jour d'aujourd'hui, j'y crois pas trop. Mais une montée de Kundalini, etc., physiquement, au niveau des principes physiques, c'est tout à fait possible et plausible. Donc, et quand tu vois tous les mythes, même la religion, même Jésus en parle de la montée de Kundalini. Donc, tout le monde parle de la montée de Kundalini, en fait. Donc oui, la montée de Kundalini, c'est tout à fait plausible déjà physiquement en tant qu'ingénieur, je te le confirme, mais en plus, c'est ce que racontent tous les mythes. Donc, après, l'effet de la montée, moi, je ne l'ai pas vérifié. Donc, je ne vais pas trop spéculer. Je pense que c'est surtout un autre sens qui s'éveille et d'autres perceptions. Mais par contre, l'immortalité du corps, j'y crois moins. Une immortalité de l'âme, ça oui. Alors, ok, merci Alex. Euh, quand tu parlais, donc c'est la crampe, quand tu parlais de la tradition primordiale que tenait le cannabis à l'époque sur le plan spirituel et médicinal, où tu boycottes. Ah, pardon, quand tu parlais de la place primordiale que tenait le cannabis dans la tradition. Non, non, je vais absolument pas le boycotter. Au contraire, de temps en temps, j'en parle avec mes amis, j'y pense, ça se fait. Effectivement, c'est hyper intéressant. En fait, ouais, faut savoir que le cannabis, en fait, à la base, c'est pas que pour fumer. C'est fait pour faire plein d'autres trucs. Et que ça a été, en fait, diabolisé, mis en marge. On a mis en avant que le côté fumette. Et on a caché tous les autres aspects qui sont bien plus intéressants. Donc, mais il y a la connexion aussi avec un peu les mouvements un peu rasta, justement, qui au départ, par rapport au cannabis, c'était justement l'alternative agricole, industrielle que peut donner le cannabis, et non pas par rapport à la fumette. Donc, Pagan Roots, Go Back to Roots, hein, qu'on voit sur les trucs Rasta, souvent, c'est les Pagan Roots, en fait. Hein. Effectivement, le cannabis, c'est une plante qui ne sert pas qu'à fumer, bien au contraire. Et je pense que on l'abordera, il n'y a pas de problème. Ensuite, tac. Non, pour l'instant, je n'ai pas trop regardé les petites assos comme ça. Il y a Arn Small qui me dit connais-tu l'église de Wotan? Non, je connais pas trop. Bah, c'est sympa, c'est bien. C'est ça. Je crois que j'en ai vu des petits mouvements comme ça, des gens qui se réunissent localement, qui font des rituels et tout entre païens. Mais après, moi, comme je disais, ça peut être hyper intéressant de discuter avec eux carrément. Je suis sûr qu'ils ont plein de connaissances à apporter. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, le cheval de bataille, tu vois, c'est plus les principes, vraiment les principes philosophiques intérieurs. Je veux vraiment j'allais dire faire de vous. Je suis qui, moi, pour dire je veux faire de vous? Je suis pas non plus professeur, mais moi, j'ai envie, en tout cas, de donner envie aux gens d'être maîtres d'eux-mêmes, tu vois. Vraiment prendre conscience qu'on peut maîtriser nos vies, qu'on est des co-créateurs. Et, euh, et donc, je vais vraiment d'abord m'attacher à ça, comprendre la mythologie, comprendre l'esprit nordique. Euh, mais effectivement, ils peuvent peut-être apporter, bah écoute, si tu les connais, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire. Hein. Je pourrais peut-être même. Après, Pagans TV, comme je disais, c'est aussi fait pour partager, pour recevoir des gens. Il y aura Arcana dans une semaine, dans 8 jours. On peut très bien recevoir ces gens. Il n'y a pas de problème, discuter avec eux. Il n'y a pas de souci. Pagan TV, tu connais les? Non, je connais pas. Les Corrigan, je connais pas. Euh... Merde, ça a zappé. Seul sur Mars, c'est le survivaliste du 21e siècle. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est pas mal comme film, je l'ai vu hier. Bon, je préfère Prometheus, mais c'est pas mal, on va dire. Ensuite, Nobule Marteau. À propos de Prometheus, parle-t-on du film ou
Ou un petit groupe d'extraterrestres s'écrase sur une planète. Non, c'est pas Simla. Mon cher Prométhéeus. Mon cher Nobule Marteau. Bon, bah voilà. J'ai fait le tour des questions. Donc, s'il y en a qui, là, il est 23h13, on va pas tarder à arrêter. S'il y a encore 2 ou 3 personnes que j'ai zappé les questions dans la soirée, bah, en priorité, allez-y, posez vos questions. Et puis sinon, après, on va pas tarder à arrêter non plus, ça va faire 1h45. Alors, well no, t'as pas mis @pagantv. Mais bon, comment expliquer d'un point de vue païen la pédophilie et les rituels sataniques auxquels nos maîtres s'adonnent? Alors, effectivement, ça c'est donc des pratiques religieuses déviantes, ce sont des dérives. Et donc ça c'est ni païen ni rien du tout pour moi, tu vois. Mais c'est vrai que souvent les chrétiens qui veulent diaboliser les païens, ils nous font porter cette étiquette-là. C'est vrai que j'en ai pas parlé ce soir par rapport aux préjugés sur le paganisme. Alors, la question des sacrifices et de toutes ces choses-là, c'est clairement de la diabolisation, c'est clairement de la politique, c'est clairement du mensonge, pour donc diaboliser le vrai paganisme, la vraie tradition, diaboliser les vikings, diaboliser les druides. Et le pire, c'est qu'on voit effectivement que ce genre de sacrifice existe malheureusement toujours aujourd'hui, dans des sectes, en plus, qui sont pas du tout païennes, et qui sont comment on pourrait dire, tu vois, c'est des sectes, il y en a qui parlent de sabbatéisme, il y en a qui parlent de sectes proches de la judéo-maçonnerie. Mais ça sert à rien de donner un nom à ces choses-là, c'est juste des choses affreuses et horribles qui n'ont rien à voir ni avec la religion, ni avec le paganisme. Alors après, tu peux dire, ouais, c'est une religion de fous satanique, mais et du coup, il y en a qui ont fait l'amalgame, qui ont dit ça c'est païen, parce que c'était pas chrétien, et donc ils s'en sont servis pour diaboliser la tradition, le paganisme, le vrai, la tradition hyperboréenne, à cause de ces actes qui n'ont rien à voir en fait avec le vrai paganisme. Mais des dérives comme ça de sacrifices, de choses horribles, ça existe dans tous les courants, même dans les courants, je suis désolé, hein, judéo-chrétiens. Pareil qu'il y a eu des dérives. Ça, c'est des dérives, hein, tu vois, ça arrive partout, quoi. C'est rien à voir avec le paganisme à la base. Du coup, il y a eu une rafale de questions. J'ai posé cette question pas mal de fois. Ouais, je connais pas Nobule Marteau, l'église de la créativité. Alors ensuite, la différence entre le végéta. La différence entre les végéta tout court. J'ai envie de l'appeler végéta tout court. Hein, c'est une privée de joke pour les gens qui sont en live, les gars. La différence entre les Celtes et les Germains n'est-elle pas que linguistique plus que raciale? Ils aiment bien ce mot-là. Les Romains faisaient une différence géographique. Bah, si tu lis mon livre, tu auras toutes les réponses. Ah ouais, plus un. Non, mais je cherche pas à faire du commerce, mais clairement, la différence entre Celtes et Germains, effectivement, elle est essentiellement linguistique au départ. Et elle s'est faite au bout de plusieurs millénaires, en fait, de par l'éloignement géographique et de par aussi l'avènement d'un peuple qui a modifié, qui a créé un deuxième rameau linguistique quand il est arrivé et qui était donc plus concentré en Occident que dans la partie nordico-germanique, qui fait qu'on a dans les langues indo-européennes deux grandes familles. La famille, on va dire, des langues germaniques, c'est-à-dire anglo-saxonnes, donc scandinave, germanique, et puis on a la famille des langues de Galles, gaélique, si vous voulez, gauloise, cette langue celte qui était parlée aussi bien, enfin plutôt gauloise, je dirais, que la celte, à la limite, c'est la langue mère primitive, de laquelle parlent les deux rameaux germaniques, à mon avis, le plus ancien, et puis ensuite est venu se greffer par les hyperboréens, la langue donc gaélique des gens de Galles, des gens de la pierre,
qui a donc été la langue des Gaulois, et puis des Bretons. Quand je parle de Bretons, là, je parle ce qu'on appelle aujourd'hui les Anglais de Grande-Bretagne. Hein. Là, regardez Astérix chez les Bretons, il va en Angleterre. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pour moi les deux grands rameaux linguistiques, mais à la base, c'est un même peuple. Alors effectivement, vous avez tout un mouvement d'intellectuels puissants qui va vous dire non, les Germains, on n'a rien à voir avec eux. Tu vois, tu en as certains, hein, des Bretons justement, enfin pas tous les Bretons, je veux dire des gens qui se disent chrétiens bretons ou druides bretons, mais qui sont en fait, à mon avis, sous l'effet d'une propagande. Ils vont absolument vouloir diaboliser les Germains, se mettre en opposition avec les Germains. Mais tout ça, c'est du diviser pour régner, encore une fois. Hein. C'est diviser tous les païens, j'ai envie de dire, tous les païens européens, tout ce qui pourrait réunifier aussi l'Europe. Donc ça fait le jeu de notre ennemi. Donc pour moi, effectivement, il y a peu de différence entre les Germains et tous les autres groupes européens, celtes notamment. De toute façon, dans mon livre, je suis encore plus explicite que ça. Mais on ne peut pas tout balancer comme ça. Il faut toujours un minimum d'explication. Donc on va rester là. Le voyageur. Entièrement d'accord sur le fait que les Normands sont très attachés aux Vikings. Je le suis, mais ai toujours vécu dans le sud et pourtant je me suis toujours senti rattaché aux nordistes. Effectivement, les Normands ont des racines vikings. Moi, c'est grâce à ça si aujourd'hui je suis connecté à ces racines païennes. J'en parle moins maintenant parce que j'en ai énormément parlé au début. J'ai fait 2, je pense, très bonnes vidéos avec justement de montage de scènes vidéo. J'en parle plus trop maintenant, mais effectivement, la Normandie, c'est une terre de vikings. Même si on n'est pas assez au courant de ça, et que j'essaie justement de rallumer cette flamme pour que les Normands essayent un petit peu aussi de prendre exemple sur les Bretons et qu'ils aussi soient fiers de leurs racines et voilà, si ça peut créer une émulation de gens qui veulent un petit peu prendre les choses en main, ça peut être sympa. Alors, on va pas tarder à arrêter les gars. Je vais arrêter. On va arrêter les questions hein, parce qu'il commence à être tard. On va arrêter les questions pour ce soir. Je vous remercie les gars. Comme ça, on traitera tout et puis pour le prochain direct au pire. Clément, question. Que ressens-tu de vivre en conscience ces vérités et d'avoir la chance d'avoir reconnu cette sagesse ainsi que d'avoir le courage de le transmettre? Merci infiniment pour tout. Là, c'est sympa. Alors moi, je suis pas très doué avec tout ce qui est gentillesse, sentiment. Je suis désolé, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Je sais pas quoi répondre en fait. Moi, en fait, c'est très gentil. Je fais ça parce que j'en avais marre en fait de justement d'avoir ce sentiment, d'avoir cette conscience, cette connaissance et de ne pas la partager et de rester les bras croisés. Je trouvais ça terrible de s'auto-censurer, s'auto-museler. Je trouvais ça horrible. Donc je me suis dit, allez, lâche ce que tu as là. Et à l'arrivée, c'est cool, quoi, parce que je vois que là, on est encore plus de 50 personnes. Il est 23h20 et je vous ai annoncé le direct seulement 4 heures à l'avance, quoi. Donc c'est super cool, quoi. C'est vraiment que du bonheur et je vous encourage, vous aussi, si vous avez des passions, des choses, allez-y à fond. Prenez votre vie en main. On n'a qu'une vie, hein, ça dure pas longtemps. Alors, vas-tu parler des runes de Dark Nexus? J'avais répondu tout à l'heure. Oui, bien sûr, je vais en parler. Je parle en ce moment avec un spécialiste des runes. Peut-être qu'on l'invitera. Et puis, vous aussi. L'avenir est la pub de ta chaîne. Ouais, donc il n'y a plus trop de questions. Bon, écoutez, les gars. Merci pour cette première émission en direct. Hein. C'était vraiment super sympa. Il y avait du monde. Voilà, partons sur une note positive. On va continuer donc de rechercher la connaissance, de s'intéresser à la tradition, aux triades celtes, à la philosophie grecque, à la mythologie nordique. Donc pour ça, je recevrai plusieurs invités. Et donc, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain direct. Allez, ciao!